Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bonsoir à vous. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée. Alors, est-ce qu'il y a des questions de généralité avant qu'on ne fasse un rappel déjà sur ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des questions de généralité ou encore en lien avec le domaine ou pas? Donc, n'hésitez surtout pas, ouvrez votre micro et puis exprimez-vous. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, voilà, on continue toujours avec le même principe. Voilà, on ferme le micro. Si on veut poser une question, on ouvre le micro et voilà, pour éviter déjà les interruptions. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Je pense que c'est la dernière séance remonte au jeudi. Voilà, au jeudi. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a retenu? Un volontaire déjà. Je vois que le micro de Roxane Zongo est ouvert. Donc, elle a en même temps la parole. Si, bien évidemment, elle nous reçoit. Bonsoir. Désolée, hein. Je ne savais pas que mon micro était ouvert. Bon, moi, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Moi, je pense que je vais prendre le train en marche parce que j'ai raté pas mal de cours. J'ai raté les deux derniers cours. Je courais vraiment. Donc, c'était difficile. Et je disais que après j'allais sur YouTube, mais aujourd'hui, par exemple, toute la journée, je n'ai vraiment pas eu le temps. Donc, mais j'espère en tout cas me rattraper, me mettre dans le bain comme tout le monde. Merci. D'accord, donc merci à Roxane Zongo. Un rappel sinon sur tout ce qu'on a vu les semaines passées, ou du moins la semaine passée. Sinon, on peut toujours procéder de la même manière, soit par volontariat ou soit par volontariat désigné. Donc, en attendant, j'ai dans ma ligne de mire M. Aboubakar Drabo, sinon M. Diabaté, M. Kassoum à la place de Monsieur. Galaxy Assassoum. Donc, allez-y, M. Kassoum. Bon, euh, je viens de vous prendre en ligne comme ça, je ne sais pas connecter. C'est ça, il n'y a pas de problème. Vous me recevez? On vous reçoit 5 sur 5, M. Kassoum. Voilà, je viens de me connecter. D'accord. Voilà. Je disais que je viens de me connecter comme ça. OK, on vous reçoit. Voilà. Alors, donc, on demandait à un volontaire de nous faire le rappel Et de... voilà, donc je viens de me. Interruption à mon niveau, je ne sais pas des autres côtés comment vous entendez le son, sinon à mon niveau, quand J'ai du même. mal à vous recevoir. Ce n'est pas bon. D'accord, donc peut-être problème de connexion, certainement. En attendant, on va prendre une autre personne pour voir réellement est-ce que c'est soit à mon niveau, soit c'est un problème. Monsieur Diabaté, Monsieur Josué Sanou, est-ce qu'on peut avoir donc un rappel? Qu'est-ce qu'on a retenu de cette place? Alors, si vous me recevez, merci de confirmer. Oui, et oui, monsieur Ntiema, on vous reçoit 5 sur 5. Il faut dire que, en tout cas, on n'a rien à ajouter. Bon, c'est que c'est déjà bon, on va suivre la suite. Voilà, je pense que c'est qu'il y a là, on va suivre par la suite. On verra ce qu'il y a à dire encore. Merci bien.
D'accord, donc merci, Monsieur Diabaté. Monsieur José Sanou a levé la main. Vous avez la parole. Et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien et que la journée se passe bien. Merci pour la parole. Concernant le, la séance passée, je pense il était question de la généralité sur la santé et sécurité au travail. On a eu aussi à aborder certains termes essentiels comme le danger, comment identifier le danger, l'identification du danger, le risque, la prévention. Bon, je pense qu'on a eu aussi à parler en fait du transfert de risque. Et là-bas, on a pris le cas des assurances. On a aussi exploré les grilles d'évaluation de la criticité des risques. Et, bon, on a parlé un peu des signalisations et des épis. On a un peu brossé, on a un peu survolé cette partie-là. Bon, voilà un peu en quelques mots ce que je pourrais dire. Merci. Alors, donc, merci à Monsieur José Sanou. Est-ce que d'autres volontaires veulent ajouter? Madame Zara Djigma, le micro ouvert. Si c'est pour la parole, on vous écoute. Non, non, monsieur Bado, je viens de vous prendre la marche en fait. Bonsoir tout le monde. D'accord. Bonne arrivée alors. Merci. Alors, donc, très rapidement, monsieur, allez-y, Monsieur Sanou, allez-y. J'avais oublié un dernier aspect. Là. On avait eu aussi à visionner des vidéos Oui. où on voyait un monsieur qui... bon, on a visionné deux vidéos et je pense que Oui. la leçon qu'on avait tirée de ces deux vidéos-là, c'est que on ne doit pas tout de suite, du coup, accuser voilà, les mauvaises actions des autres. On doit essayer toujours de prendre du bon côté. Voilà. Parce que très souvent, il y en a qui ne sont pas formés, il y en a qui ne sont pas sensibilisés à certaines situations. Voilà, donc on doit beaucoup plus penser à ça que de chercher tout de suite à les accuser. Merci. Merci, Monsieur Sanou. Alors, donc, c'est essentiellement ce qu'on a vu. Donc, suivant donc le programme. Actuellement, nous sommes directement sur le dernier module qui parlera encore des questions donc, de généralité. Et donc, comme je le dis depuis le début de cette cohorte, on a des questions de généralité sur lesquelles on insiste, partant même du rôle et de la responsabilité du superviseur HSE. Ensuite, l'historique même de la santé-sécurité, le cadre réglementaire légal donc, qui entoure voilà, ce domaine-là et aussi les enjeux. Pourquoi aujourd'hui on a parlé forcément de la santé-sécurité? Qu'est-ce qui nous engage partant même de notre rôle et de notre responsabilité? Et aujourd'hui, on vient ajouter encore les questions donc de la santé-sécurité en pratique qu'on a vu le jeudi, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on vient couronner encore le tout par le module donc d'hygiène, qui revient encore, insister encore sur des notions donc, de base. Parce qu'après ça, vous verrez que dans le programme, après ce module-là, pour ceux déjà qui suivent en présentiel, on a commencé déjà avec les questions de spécificité. Donc, on insiste pour que vraiment la base, même la fondation même soit vraiment très solide. Ensuite, les spécificités maintenant vont nous amener maintenant dans notre direction afin de répondre donc, à nos différents besoins et attentes. Donc, pour ce module encore, vous allez revenir encore sur des notions déjà vues parce que avec par exemple l'exemple de Madame Roxane Zongo, souvent ce n'est pas évident, on sait que ce n'est pas facile, donc on revient, on insiste pour que au sortir des questions de généralité, tout le monde soit au même niveau d'information. Partant même de notre rôle, on doit protéger nos travailleurs, c'est-à-dire contre tout ce qui est comme risque qu'ils encourent sur le lieu donc de travail. On doit s'assurer aussi que les équipements mis à la disposition des travailleurs ou les équipements même qui participent même à l'élaboration donc, du travail aussi ne soient pas aussi exposés. Et ensuite, travailler de sorte à ce que l'activité de l'entreprise donc n'ait pas un impact sur
l'environnement. Donc, tous ces éléments mis en œuvre, il faut qu'on ait la capacité donc de pouvoir reconnaître le danger et le risque. Donc, un HSE qui n'arrive pas vraiment à maîtriser ces notions-là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'insiste encore là-dessus, sur ces notions-là, pour que vraiment ça puisse rester. Voilà, pour que ça puisse rester. Donc, très rapidement, une petite synthèse avant de commencer. On avait dit que le danger, c'est toute menace, donc tout objet matériel ou immatériel qu'on considère comme une menace ou qui peut représenter donc une menace et qui a un potentiel donc de créer quoi? Des dommages est automatiquement considéré comme un danger. Donc, tout élément qui pourra se concentrer donc dans cette définition-là, considéré comme un danger. Alors, vous allez voir qu'après chaque séance, on vous envoie les modules, on vous envoie des contenus. Le plus important, ce n'est pas de rester focus, concentré sur la littérature. Mais le plus important, c'est d'être en mesure de pouvoir les retransmettre en fonction donc, de notre auditoire, de notre milieu, de notre environnement, de sorte à ce que toutes les parties prenantes puissent comprendre, s'entendre et s'impliquer donc dans tout ce qu'on va mettre en place. Donc, quand on va parler de danger, c'est à chacun de pouvoir le retransmettre dans son propre langage avec des exemples pratiques. Et le risque, on nous dit simplement que le risque, c'est un effet d'incertitude, alors qui se manifeste donc par une probabilité. Donc, si le danger, c'est une menace qui a un potentiel de dommage, ces dommages-là que le danger peut produire représentent en d'autres termes, ou du moins plus simplement, le risque. Donc, qui peut arriver comme ne pas arriver, raison pour laquelle on parle donc de probabilité, de l'exposition donc au danger. Donc, on a vu les 9 principes donc de la prévention qui viennent encadrer donc quoi? Le monde de la prévention dans la santé et sécurité, à laquelle le premier principe nous dit tout simplement que on doit être en mesure de pouvoir éviter les risques. Si on doit travailler à pouvoir proposer des mesures qui soient correctives, la correction déjà, c'est toute mesure qu'on va mettre en place pour supprimer déjà la non-conformité dans l'immédiat. Et cela se confirme par l'esprit d'immédiateté qui représente l'une des valeurs du superviseur, donc HSE. Par contre, quand on va parler d'action préventive, ça sera toute action qu'on va mettre en œuvre pour jouer sur quoi? La probabilité d'occurrence, de survenue même du risque. Donc, tous ces éléments mis en œuvre, on nous dit tout simplement, si on ne veut pas aller soigner le mal, on va travailler de sorte à ne pas contracter la maladie. Donc, on va éviter le risque par le premier principe. Ensuite, on sait qu'on ne peut pas éviter tous les risques. Donc, ils insistent encore là-dessus pour nous dire que, alors, tous les risques qui ne peuvent être évités, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les évaluer. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'évaluation? Dans l'évaluation, il faut pouvoir les identifier. On ne peut pas évaluer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut être en mesure de pouvoir identifier d'abord le danger, identifier les risques liés au danger. Raison pour laquelle on insiste sur danger et risque. Ensuite, quand on finit de les identifier, qu'est-ce qu'on fait? On va les analyser. Ensuite, maintenant, on va les évaluer. Donc, quand on va parler d'évaluation, tout sera concentré dans l'évaluation, c'est-à-dire l'identification et ensuite quoi? L'analyse et ensuite l'évaluation. Et après l'évaluation va consister à faire quoi? À donner une note à notre risque. C'est-à-dire, on va quantifier le risque. On ne va plus se concentrer déjà sur l'aspect qualitatif du risque, mais on sera beaucoup plus concentré donc sur le chiffre, sur les notes qu'on va attribuer au risque. Et on a dit que pour pouvoir évaluer un risque, on tient compte de quoi? De 2 paramètres. La gravité et la fréquence ou encore la probabilité ou encore d'autres vont parler de probabilité d'occurrence. Donc, en d'autres termes, tout simplement, le risque égale à quoi? À la gravité fois la fréquence ou la gravité fois la probabilité. Ensuite, on sera, pour pouvoir les évaluer, déjà que la norme nous dit tout simplement, ou du moins la loi plutôt, nous dit, lorsqu'on est dans une entreprise de moins de 30 salariés, obligatoirement, il faut mettre en place ce qu'on appelle un comité santé-sécurité. Un comité d'ensemble d'individus
qui auront donc pour mission de de mettre en place tout ce qui est comme plan de prévention lié à la santé et sécurité donc, des travailleurs. Chose qui n'est pas forcément dans toutes les entreprises parce que chaque entreprise a son organigramme. Donc, pour pouvoir, après identification, après, pour l'évaluation des risques, vous allez discuter en comité dans un certain cas. Donc, vous allez vous entendre une matrice. Vous dites pour la gravité, on va prendre des chiffres. Pour la fréquence, on va prendre des chiffres. On peut aller de 1 à 3, de 1 à 4. Et lorsqu'on va donner une note de 1 comme gravité à un risque, voici ce que ça représente à nos yeux. Une note de 2, voici ce que ça va représenter à note 2. Quelqu'un pourra dire, lorsqu'on donne la note 1 à un risque, ça signifie que le risque est comment? Est moins grave. Ensuite, 2 est légèrement, 3 plus grave et 4 la gravité est comment? Elle est sévère. En termes de probabilité, pareil, elle sera moins fréquente, elle sera rare ensuite peut-être, ensuite elle sera très fréquente et elle sera vraiment beaucoup plus considérable. Donc tout dépend, on s'entend déjà sur les critères de notation. Et ensuite, si on est en comité, pour ne pas créer des frustrations dans l'attribution des notes, on va rassembler les gens et chacun va proposer sa note en fonction du risque, en fonction de son niveau d'appréciation de ce risque-là. Donc, on pourra passer par plusieurs outils, notamment le vote pondéré. Donc, toutes les personnes, le nombre de personnes, par exemple, qui pourra attribuer, dont le vote sera beaucoup plus nombreux par rapport à la gravité, c'est cette note qui va rester. Ainsi de suite aussi pour la probabilité. Donc, il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir attribuer. Donc on s'entend déjà, on intègre une matrice et ensuite on évalue le risque. Et ensuite, quand on évalue le risque, on nous dit pour traiter le risque, le principe de la prévention vient nous dire, mais si vous voulez traiter le risque, allez-y à leur source. Donc, il faut combattre le risque à leur source. Donc, en allant à la source, naturellement, ça nous permet donc de régler tout le problème. Et par la suite, on nous dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. Parce que lorsqu'on adapte le travail à l'homme, lorsqu'on adapte l'environnement aux besoins du travailleur, le travailleur se sent à l'aise et il est beaucoup plus impliqué et ça contribue donc à faire quoi? À accroître la productivité de l'entreprise. Et on nous dit encore de mettre l'accent sur les équipements de protection collective sans toutefois négliger donc l'individu et en donnant la bonne instruction donc, aux travailleurs. Par ailleurs aussi, on a discuté donc autour des méthodes d'hiérarchisation donc, du risque ou encore des méthodes de prévention. Ou encore, ces mêmes méthodes-là, les 5 méthodes nous disaient tout simplement, la première méthode disait tout simplement d'éviter le risque. Ensuite, si on ne peut pas éviter le risque, il faut le réduire. Et après ça, la méthode d'ingénierie, l'ingénieur QHSE ou le HSE du moins viendra proposer maintenant voilà, des méthodes par lui-même, ses capacités techniques. Et après, il va soumettre au contrôle de l'administration. Et après, on termine avec donc, le port des pays. Donc, voici un peu l'ensemble des éléments sur lesquels on avait surfé, partant même de l'évaluation donc, des risques. On a terminé donc avec la gestion donc, des risques, qui est en fonction aujourd'hui des normes qui encadrent donc, le management de la santé et sécurité au travail. Tout organisme donc, qui s'inscrit dans cette démarche-là est obligé donc, de pouvoir suivre cette étape donc, de gestion donc, des risques. Il nous disait tout simplement, pour pouvoir gérer un risque, c'est avoir cette capacité-là de pouvoir les identifier, les évaluer et ensuite les traiter. Donc, on avait des étapes partant même de l'identification. L'identification, c'est cette capacité du HSE à pouvoir reconnaître le danger et les risques donc, qu'il expose. Ensuite, l'analyse, après l'évaluation qui va consister à quantifier le risque, à donner une note donc, au risque. Et après ça, il faut traiter le risque. On a vu que pour traiter le risque, on a plusieurs principes qui encadrent le traitement d'un risque. Donc, 4, donc, notamment, le premier, on dit tout simplement éviter. Quelque chose qu'on a évité, on ne doit plus travailler à aller le traiter. Ensuite, ce qu'on ne peut pas éviter, qu'est-ce qu'il faut faire? On a des possibilités de les transférer. C'est à cela que M. Sanou parlait. On peut transférer notre risque. On achète une moto aujourd'hui,
On sait qu'on peut faire un accident, on sait que la moto aujourd'hui peut être volée, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On décide de transférer le risque là à une entreprise d'assurance. Donc, ensuite, si on le, à côté donc, du transfert, on peut réduire, atténuer donc, le risque à un niveau acceptable donc, qui dépend de nous. Et par la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut accepter par la méthode d'acceptation. Et même dans l'acceptation, on a deux types d'acceptation. On a l'acceptation passive et active. Passive, naturellement, on se dit, voilà, dans même la conception, déjà, on peut intégrer déjà et actif déjà, on sait que ça va arriver, donc on se prépare pour accueillir déjà l'étranger quand il va arriver. C'est-à-dire, si l'incendie arrive, on sait que déjà, à chaque niveau, on pourra mettre des extincteurs, des robinets d'incendie armés, etc., former les employés pour que lorsque le pays arrive, tout le monde soit prêt, chaque acteur sache déjà ce qu'il doit faire pour pouvoir contrôler plus ou moins donc, l'incendie. Alors donc, voici un bref résumé de ce qu'on a vu la semaine jeudi. Voilà, jeudi. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne puisse commencer le module qui nous rassemble aujourd'hui? Si vous me recevez, merci de confirmer, sinon. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez revenir sur la notion de transférer le risque là? En prenant un exemple, je vais mieux comprendre. D'accord. Merci. Alors donc, le HSE, tout simplement, il doit pouvoir reconnaître, identifier les dangers et ensuite les risques donc, qui exposent les travailleurs. Parce qu'on a cette responsabilité de pouvoir protéger donc, nos travailleurs. Ensuite, quand on les propose, ensuite on va les évaluer. Après l'évaluation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les traiter. On doit les traiter pour mettre cette barrière-là entre l'homme et ces risques-là pour éviter que l'homme soit beaucoup plus exposé à ces risques-là. Alors, on y dit tout simplement que pour pouvoir le traiter, on peut passer par l'évitement. Donc, si on a évité un risque, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas, en période de pluie, quelqu'un qui ne veut pas se faire salir par la boue, il reste tout simplement chez lui. Donc, on évite le risque. On ne veut pas faire une chute, tout simplement, on ne prend pas la hauteur. C'est une manière donc d'éviter le risque. On a une moto, on ne veut pas faire un accident de circulation, tout simplement, on décide de ne plus utiliser la moto ou de diminuer même la prochaine manière aussi d'éviter le risque. Ensuite, on sait qu'on ne peut pas éviter tous les risques. On nous dit tout simplement, on peut transférer le risque. Donc, dans la conception même de l'entreprise, quand vous allez prendre les très grands groupes, les entreprises minières, ça ne relève pas d'un individu. Donc, on a des actionnaires aujourd'hui qui vont investir pour pouvoir soutenir le business. Donc, comment ça se passe déjà? Ils veulent investir dans une entreprise qui est stable et qui a une certaine garantie dans le temps. Parce que vous imaginez aujourd'hui, si une catastrophe arrive, chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler, un sinistre arrive qui vraiment met en mal toute la structure même. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va décider d'aller voir une assurance pour pouvoir assurer certains éléments ou du moins même toute l'entreprise dans son entièreté. Monnayant bien sûr certaines cotisations, on fait des calculs avec l'assurance et ils décident donc d'assurer. Pour que si les catastrophes arrivent, il y ait quoi? Réparation. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir transférer le risque. C'est-à-dire, je suis conscient que le risque peut arriver, mais pas que je me déresponsabilise, mais je confie déjà la réparation. Parce que le HSE aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On sait que la réparation coûte cher que la prévention. Donc, comme toute entreprise a pour objectif déjà de pouvoir accroître donc ses productions, rentabiliser son flux financier, donc qu'est-ce qu'il fait? Il sait que si l'incendie arrive, vient ravager toute son entreprise, où il gagne le capital pour pouvoir se remettre en marche. Mais en allant confier déjà ce risque-là à une assurance, bien évidemment, monnayant certaines cotisations, tout et tout, lorsque l'accident va arriver, on pourra au moins réparer les dégâts. Et aujourd'hui, beaucoup même l'ont compris. Parce qu'un investissement donc, de départ pour l'installation d'une mine, partant même des études,
d'exploitation, pour le permis, etc. C'est à des coûts de milliards. Les grandes entreprises aujourd'hui, c'est à des coûts donc de milliards. Donc, on confie déjà à une assurance pour que si les catastrophes arrivent, on puisse déjà au moins avoir au moins la réparation. Et beaucoup même le font actuellement. Ils ouvrent une alimentation, ils savent que tout peut arriver. Qu'est-ce qu'ils font tout simplement? Ils vont assurer l'alimentation pour que si un incendie arrive, l'assurance aujourd'hui puisse gérer ces risques-là et pouvoir réparer donc les dégâts. Donc voici un peu quand on parle de transfert donc, du risque, quoi ça consiste. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions? Est-ce qu'on peut commencer avec le module qui nous rassemble aujourd'hui? Monsieur Drabo a la parole, sinon. Monsieur Drabo a la parole s'il nous reçoit. Alors, si Monsieur Drabo nous reçoit, il a la parole. Il peut la main élevée. Est-ce que Monsieur Drabo nous reçoit? Pour les autres, est-ce que vous me recevez? Est-ce qu'on me reçoit? Merci de signaler pour que je sache aussi que le problème n'est pas à mon niveau. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, moi je vous reçois. Merci, Monsieur Mahamat. Alors, Oui, Monsieur Drabo a bonsoir, la bonsoir. parole. Moi, je vous reçois. Merci, Monsieur Drabo. Alors, Monsieur Drabo, si vous nous recevez, vous avez la parole. Bon, peut-être il a des soucis à son niveau. En attendant, on va continuer. S'il nous reçoit, il pourra ouvrir son micro et poser son inquiétude. Avant ça, est-ce qu'il y a d'autres inquiétudes sinon? Alors, vous me recevez maintenant? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Ok, merci, merci. Je n'avais pas activé le micro. Ok, Allez-y donc. ma question, j'ai dû comprendre que dans une société, si l'effectif atteint 30 personnes, il faut mettre en place un comité de santé et sécurité. Je voulais savoir ce nombre que vous avez donné, c'est la norme légale ou bien je ne sais pas trop. C'est par rapport à ce nombre-là. Alors, par rapport au nombre, c'est... Merci de Oui. fermer les micros pour qu'on puisse s'entendre, s'il vous plaît. Parlez de... Le nombre d'employés qu'il faut avoir dans une société pour pouvoir mettre en place un comité de santé et sécurité. Alors, donc, la loi parle d'au moins 30 salariés. 30 salariés. Lorsqu'on a au moins 30 Ok. salariés, il faut obligatoirement mettre en place un comité santé-sécurité avec notamment un responsable HSE et ensuite toute une équipe pour pouvoir gérer la prévention. Parce qu'on se dit qu'au-delà de 30 salariés, c'est difficile. Une seule personne ne peut pas tout gérer. Il ne peut pas mettre en place toutes les procédures, il ne peut pas être partout à la fois. Lorsqu'on a un comité qui est mis en place, ils pourront faire un travail vraiment qui puisse contribuer à la protection donc, de tous les travailleurs. Et ça permet donc de renforcer, ça permet aussi donc de mieux organiser le plan de prévention par rapport à une personne. Ok. C'est bien compris. Merci bien. Merci, M. Drabo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on pourra continuer. D'accord, donc on va continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, poser votre inquiétude, tout simplement. Alors donc, je rappelle encore que pour ce dernier module d'hygiène, on revient encore sur des questions de généralité, parce que vous verrez que jeudi, on va commencer avec les spécificités, notamment les équipements de protection individuelle et collective.
Alors, on nous dit tout simplement qu'on ne fait pas de la santé-sécurité quand on a fini de faire le reste. La santé est plaquée dans la vie quotidienne des entreprises. Donc, si on a loupé quand même l'amiante, il ne faudrait pas aussi louper le stress. Et d'un côté, on nous dit, c'est quand l'entreprise va rigidifier donc trop ses procédures qu'elle perd sa capacité donc d'adaptation et que le travail donc sont en mal. Tout simplement pour nous dire que pour renforcer le leitmotiv du HSE, on va fermer les micros, s'il vous plaît. Donc, tout simplement pour nous dire que la santé-sécurité d'abord, parce qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en place donc, ce leitmotiv-là et c'est ce qui accompagne, encadre même nos activités en entreprise. Tout simplement pour dire que aucun donné, même pas les chiffres financiers, n'est priorité dans une entreprise. Parce qu'après, on a compris avec les enjeux liés à la santé-sécurité que c'est la santé-sécurité donc qui est d'abord. On s'assure déjà qu'avant l'exécution de la tâche, que les conditions de sécurité soient réunies et après que ces conditions-là soient réunies maintenant, le travail maintenant pourra se faire. Donc même pas les chiffres, mais c'est la santé et sécurité qui est d'abord. Donc, aucun travail n'est priorité pour se faire dans la précipitation. Il faut toujours privilégier la santé. On va commencer avec le cadre, on va commencer avec l'analyse des risques. Et quand toutes ces conditions sont réunies maintenant, le travail pourra se faire en toute sécurité. D'un autre côté, si l'entreprise rigidifie plutôt trop ses procédures, elle perd sa capacité. Et ça permet donc de répondre à ce principe de la prévention qui nous dit donner la bonne instruction aux travailleurs. Et c'est là le problème, parce que ça met en doute la capacité même du HSE à pouvoir se faire comprendre à travers tout ce qu'il met en place. Et donc, souvent, c'est cette humilité-là qui doit guider nos pas en entreprise pour nous-mêmes nous poser des questions. Est-ce que les gens comprennent, arrivent à comprendre donc, ce qu'on met en place? Est-ce que les procédures qu'on écrit, quand on parle de procédures, donc, c'est une décomposition donc, de l'accomplissement d'une tâche par étape. Si on veut couper une mangue sur un arbre, quelles sont les différentes étapes qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir couper une mangue? Pour que toute personne qui arrive, il sache que si je suis déjà cette procédure pour pouvoir couper un arbre, pour pouvoir abattre un mur, pour pouvoir aussi abattre un arbre, voici les étapes qu'il faut suivre pour se faire dans la sécurité. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir diluer souvent en fonction de l'auditoire qui est en face de nous? Parce que souvent, on ne va pas avoir les mêmes contenus, par exemple, lorsqu'on est avec des cadres, lorsqu'on est avec des travailleurs. Quand on sait que sur le lieu de travail, par exemple, on va recruter un maçon, un mécanicien, pas parce qu'il comprend ou il s'exprime très bien en français, mais simplement parce que professionnellement, il est calé dans son métier. Donc, c'est à nous vraiment de pouvoir faciliter. À côté de ça, je vais reprendre les propos donc, de M. Tidjani qui disait que le HSE doit être aujourd'hui ce qu'on appelle un facilitateur. Parce que certes, il y a la sécurité, mais en plus de la sécurité, il y a l'objectif de la productivité de l'entreprise. Donc, on doit être à la fois efficace quant aux objectifs qu'on doit atteindre et efficient quant aux ressources qu'on va utiliser donc, pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc, ce sont des choses qu'on a vues, on va discuter forcément autour de ça. L'hygiène donc, de la santé et sécurité comme l'ensemble donc, des mesures qu'on mettait en place pour que diriger à tout ce qui est comme sanitaire, pour protéger donc les salariés comme tout ce qui est comme gêne, nuisance en entreprise et aussi quoi, des maladies professionnelles. Parce que si on doit protéger contre des risques, ces risques-là pourront donc se manifester dans certains cas de deux manières, soit par la survenue d'un accident de travail. Pour les accidents de travail, on a dit un accident de travail, c'est tout accident déjà qu'on peut contracter dans l'immédiat. Voilà, quelqu'un se blesse la main, il se fracture, etc. On l'a constaté. Et même dans cette définition, vous allez voir, il y a plusieurs types d'accidents de travail. L'accident sur le lieu de travail, l'accident pendant le trajet, aller-retour avec d'autres caractéristiques, et aussi même l'accident lorsqu'on fait des missions dans le cadre donc, du travail. Donc, tant que c'est professionnel, ça peut être considéré donc comme un accident de travail. Et d'un autre côté, il y a les maladies professionnelles.
Ils vont dépendre de l'exposition, du temps d'exposition, de l'accumulation en fonction donc, de notre poste de travail. Et si vraiment on arrive à montrer que les maladies là, ont un lien avec notre poste de travail et que pour certaines maladies, ils font partie donc du tableau des maladies professionnelles que le ministère a encadré, naturellement, ça sera considéré donc comme une maladie plutôt professionnelle. Donc, l'hygiène, en ce sens, viendra renforcer ou éviter au moins l'apparition donc, des maladies qui sont considérées donc, comme professionnelles. Alors, donc, on va discuter, donc, on revient encore sur des notions donc, de définition. Donc, on va insister sur des choses pour que, au sortir de cette question de généralité, tout le monde donc, soit au même niveau d'information. Alors, donc, un inspecteur comme agent ou personne nommée par l'autorité publique en vertu des dispositions et qui sera chargé donc d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Donc, que ce soit l'inspecteur de l'environnement, que ce soit donc l'inspecteur donc du travail, etc. Chacun en fonction donc de son domaine de définition est chargé donc d'appliquer la loi qui le concerne donc dans toute sa rigueur. Et le lieu de travail, donc, comme l'ensemble des lieux destinés à l'implantation donc, des postes de travail. Et dans le poste de travail, c'est l'endroit qu'occupe un salarié pour exécuter son activité professionnelle. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans l'activité professionnelle? Donc, c'est ce pourquoi il a été recruté. Donc, l'engin, comme tout véhicule utilisé à l'intérieur aux abords d'une mine. Donc, ça signifie que, voilà, on va protéger l'humain, le matériel, parce que toute entreprise aussi qui, chaque fois déjà des accidents, même des dommages sur le matériel, il va sans dire qu'il sera obligé donc de perdre en des ressources donc financières. Donc, on a aussi un droit de regard aussi sur ces engins-là. Et l'asepsie et l'antisepsie. L'asepsie, donc, comme une méthode préventive donc, qui vise à faire quoi? À l'ensemble des mesures qu'on va mettre en place pour empêcher tout apport extérieur, c'est-à-dire tout micro-organisme extérieur. Parce que là, on se concentre beaucoup plus sur l'hygiène. Donc, en entreprise, on va éliminer tout apport extérieur pour continuer donc dans un environnement donc, qui est sain, qui est propre. Par contre, quand on va parler d'antisepsie déjà, là, ça serait une méthode curative, tout simplement. Les micro-organismes sont présents, les gènes sont déjà présents, mais qu'est-ce qu'on fait? On va antiseptiser l'endroit, par exemple, pour empêcher encore le développement. Donc, en entreprise, ça pourra aussi se matérialiser aussi par des actions. Par l'asepsie, par exemple, vous allez voir quand on va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? On essaie donc de faire quoi? Le matériel, par exemple, pour pouvoir faire des opérations, on va stériliser ce matériel-là. Soit, par exemple, avec, on va les mettre donc soit dans un liquide, de l'alcool, tout et tout, pour pouvoir éviter donc quoi, l'accumulation, un apport exogène donc, de tout autre élément bactérie, virus donc susceptible donc de pouvoir euh, contaminer un individu. Par contre, d'un autre côté, l'antisepsie, par exemple, on sait qu'en entreprise, souvent, dans les périodes de forte pluie, dans les périodes de pluie, parce qu'il y a des périodes de moustiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va venir pulvériser l'entreprise, tous les endroits de l'entreprise, pour que déjà tout ce qui est comme moustique, tout ce qui est comme nid, voilà, soit déjà détruit, afin donc de faciliter donc, le travail sur le lieu. D'un autre côté, quand on a une plaie déjà, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la bétadine ou on va utiliser aussi l'alcool. Donc, c'est une manière donc qui répond aussi à l'antisepsie, c'est-à-dire qu'ils sont déjà là, on veut éviter donc leur développement, on va empêcher donc leur développement. On va, avec l'antisepsie, travailler de sorte à freiner leur développement. Par contre, l'asepsie, elle est préventive, on met des garde-fous et pour éviter même leur apparition. Antibiotiques donc comme qui agissent uniquement sur les bactéries en les détruisant, ils n'ont donc aucun effet donc, sur les virus. Donc, on revient encore sur ces mêmes thèmes-là. Pour que déjà, là, le lieu de travail, pas l'hygiène, va contribuer donc à faire quoi? À diminuer donc les maladies professionnelles. L'hygiène qu'on avait vu précédemment, qui désigne comme un ensemble de mesures destinées à prévenir quoi, les infections et l'apparition des maladies infectieuses, elle se base essentiellement donc sur trois actions.
Le nettoyage, la détection, la désinfection et la conservation. Et qu'est-ce qu'on va mettre donc dans ces éléments-là? C'est-à-dire, on ne sera pas responsable, par exemple, du nettoyage du lieu de travail, mais on va mettre en place donc un système et mettre des acteurs sur ce système-là pour pouvoir guider donc nos actions qui sont définies au préalable. Parce que l'un dans l'autre, ça va contribuer à créer donc cet environnement de travail où chaque travailleur se sent à l'aise. Voilà, qui aujourd'hui veut travailler dans un bureau où, par exemple, la poubelle est toujours là, c'est difficile de pouvoir vider la poubelle, nettoyer. On vient chaque matin au bureau, le bureau il est quand même sale. Donc, on va mettre en place un système avec, par exemple, des dames, un personnel dédié donc, pour le nettoyage, qui feront le nettoyage soit avant notre arrivée ou même après, et même souvent en période de poussière. Ils viendront encore passer un coup de serpillier à midi, par exemple, pour toujours maintenir le cadre donc, de travail là. Et aussi travailler déjà à pouvoir vider les poubelles afin donc de diminuer même les gènes en entreprise, que ce soit au niveau même des odeurs ou encore même au niveau donc, du bruit. Et quand tout ça c'est fait, on va contribuer maintenant à faire quoi? À la conservation même du lieu là, pour que ça soit donc un cadre qui sera très très propre. Et donc, comme médecine du travail, donc je rappelle tout simplement que s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, posez votre inquiétude. Posez votre inquiétude. Donc, nous sommes actuellement 17 personnes connectées. OK, donc on continue. Et la médecine donc de travail. Et à l'intérieur de la médecine de travail qui fait partie donc, de notre partie prenante. Et on avait vu dans l'historique et aussi le cadre réglementaire, les parties prenantes même qui accompagnaient donc le domaine de la santé et sécurité. Un droit de regard sur la médecine donc, du travail, l'organisme même qui accompagne la santé et sécurité au travail était beaucoup plus, parlait beaucoup plus de l'OST, voilà, qui est beaucoup plus l'Office donc, de la santé des travailleurs. Donc, ce sont ces organismes-là qui sont chargés donc, d'appliquer en griffe la médecine donc, dans le milieu donc, du travail. Donc, dans les environnements où, par exemple, on a une infirmerie, voilà, en mine, dans les sites, dans certaines cimenteries, dans d'autres environnements. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont contribuer à pouvoir renforcer cette avant même pour les visites médicales périodiques, parce que ça répond aussi à un cadre réglementaire. Pour l'avant-embauche, c'est-à-dire avant même de commencer le poste, il faut faire une visite médicale. La visite médicale de surveillance périodique aussi qu'il faut faire pour voir pendant même l'exercice de nos fonctions, est-ce que déjà on est exposé à d'autres maladies ou on a d'autres maladies donc, qui ont commencé, on fait cette visite médicale-là et aussi d'autres examens complémentaires qui vont s'ajouter encore en fonction donc, du besoin, du mal ressenti donc, par le travail. Et lorsque aussi on a un congé, à toute reprise aussi, on fait des visites médicales. Et après, maintenant, le poste, lorsqu'on va, on est en retrait de l'entreprise aussi, on fait une visite médicale pour voir est-ce que, au sorti donc du milieu de travail, est-ce qu'on on n'a pas été contaminé, voilà, il n'y a pas un début donc, de maladie professionnelle qui s'est développé toujours en lien avec notre poste de travail. Donc, l'hygiène et les postes de travail, naturellement, l'endroit où on est amené à exercer, on va travailler sur que les sanitaires, donc partant même des toilettes, s'assurer aussi que la vidange même aussi se fasse aussi très régulièrement. Donc, on sera aussi responsable aussi donc des enlèvements voilà, de ces eaux de vidange-là. Parce que tous ces éléments, quand ils sont négligés, naturellement, ils vont contribuer donc à polluer l'environnement de travail. Donc, toutes ces choses aussi relèvent donc de, on va passer par des actions d'information, de formation, ensuite de sensibilisation au travail, comment mieux utiliser les sanitaires, quelles sont les procédures qu'on va mettre en place pour pouvoir utiliser, que ce soit au niveau des dames, que ce soit au niveau aussi des hommes, quels sont les différents éléments qu'on va mettre en place pour que l'utilisation, l'entretien aussi donc de ces sanitaires aussi se fasse aussi dans des conditions où tout le monde donc, se sent à l'aise.
Alors, quand on va parler d'aménagement donc, des lieux, je rappelle que ce sont des choses on a déjà vues. Donc, et on va revenir encore là-dessus. Donc, quand on parle d'aménagement donc, des lieux de travail, on a un module aussi qui parle de spécificité qui va beaucoup plus se concentrer sur la circulation en entreprise. Donc, c'est un avant-goût donc, de ce qui sera fait. Si on est appelé à être dans l'avant-projet, donc dans la conception, on aura aussi un droit de regard, c'est-à-dire on verra aussi quelles sont les lois qui encadrent même la conception en fonction de notre domaine d'activité. Parce que en fonction de l'activité de l'activité qu'on veut mener, il y a des lois qui encadrent. Donc, comme je le dis tantôt, lorsqu'on est HSE, la première chose à pouvoir faire déjà, c'est de voir déjà quels sont les domaines d'activité de l'entreprise, déterminer donc son domaine d'applicabilité. Et donc, ça nous permet déjà de voir, je suis dans le BTP, je suis dans une entreprise voilà, qui a une carrière, je suis en mine, je suis dans la restauration. Ensuite, c'est de voir quelles sont les différentes parties prenantes voilà, qui accompagnent l'entreprise. Au niveau réglementaire, par exemple, donc on va voir déjà quels sont les ministères qui encadrent notre domaine d'activité. Donc, on va aller vers ces ministères-là pour voir directement quelles sont les lois de leur côté qui s'appliquent à nous. Voilà, dans un certain cas, ils pourront les mettre à disposition ou ceux qui ne veulent pas aller là-bas, automatiquement, ils feront les recherches tout simplement parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est à nous de faire le pas, dire je suis HSE dans une telle entreprise, voici les activités qu'on fait. Donc, vous faites partie donc de nos parties prenantes. Donc, j'aurais ou du moins si j'ai besoin de savoir quelles sont les lois qui s'appliquent à nos activités pour qu'on travaille aussi à être conforme pour ne pas être en porte-à-faux contre cette loi. À côté de ça aussi, on peut faire aussi un abonnement au journal national. Voilà. Donc, c'est un abonnement que les entreprises aussi font pour être à jour de leur veille réglementaire pour que lorsqu'on a une nouvelle loi qui est votée, on puisse avoir donc tous ces éléments et ensuite on l'intègre maintenant si on est dans une activité d'eau préemballée. Dans la conception, il y a des spécificités aujourd'hui qui encadrent donc voilà la conception même. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive aussi à les intégrer. L'aménagement aussi des pistes, tout et tout, il y a des normes aujourd'hui qu'il faut pouvoir regarder. Ensuite, l'aménagement, les équipements aussi qu'il faut si on est dans l'avant-projet, c'est de voir déjà lesquels équipements donc, doivent être certifiés pour d'autres. Donc, c'est le travail déjà à être conforme vis-à-vis même la réglementation nationale. Et ensuite, maintenant, si l'entreprise aussi veut arrondi donc ses contours, tout et tout être conforme même, afin de renforcer son image de marque, il peut aussi s'orienter aussi vers certaines directives donc à l'international. Donc par rapport à la circulation d'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier automatiquement le flux entrant de l'entreprise. Donc si on a une entreprise où déjà on a beaucoup donc de flux entrants, on va faire ce qu'on appelle le plan de masse. Donc, le plan de masse, déjà, Monsieur Zakaria Barry a la parole. C'est pour une question, allez-y. D'accord, bonsoir Monsieur Bado. Bonsoir à l'ensemble. J'aimerais revenir un peu en arrière par rapport aux sanitaires. Alors, je ne sais pas si en termes de réglementation, est-ce que la répartition par rapport par exemple, aux toilettes, voilà, puisque généralement nous avons deux genres, nous avons les genres masculins et les genres féminins, est-ce que en termes de légalité, voilà, pour quel effectif est-ce qu'il faut obligatoirement des toilettes? Et en fonction de ça, s'il y a par exemple des femmes, est-ce qu'il y a une réglementation pour ces deux genres-là, afin de pouvoir mettre en place des dispositifs de toilettes appropriés? Je ne sais pas si vous m'avez reçu, Monsieur Bado.
Ah, désolé, le micro était un peu était fermé. D'accord, donc merci, c'est bien reçu, Monsieur Barry. Alors, la réglementation, elle est claire là-dessus. On sait que le lieu de travail, déjà, on parle des questions aujourd'hui de genre, où on peut avoir le genre masculin et encore féminin. Donc, dans la conception et l'aménagement même des sanitaires, il faut tenir compte donc, de ce genre. Donc, obligatoirement, ça c'est obligatoire, ce n'est pas négocié. Il faut disponibiliser donc des toilettes pour des dames et des toilettes pour les hommes. Donc, ça, c'est une obligation réglementaire aujourd'hui qui encadre l'aménagement même des toilettes sur le lieu de travail. Par rapport au nombre du personnel, on n'a pas vraiment d'articles qui encadrent sur le nombre, pour dire 2 employés, il faut mettre. Maintenant, dans la conception, c'est peut-être dans la conception, si le HSE fait partie de la conception, c'est de voir dans quelle mesure les toilettes seront beaucoup plus rapprochées même des travailleurs. Parce que si chaque travailleur doit quitter son bureau, parcourir au moins des kilomètres pour aller uriner, ça joue sur le temps du travail. On va recruter quelqu'un pour 8 heures d'activité qui doit aller faire 15 minutes, 20 minutes, donc rien que euh, pour pouvoir se mettre à l'aise. Vous voyez que dans la journée, s'il va cumuler 15 minutes fois 4, naturellement, ça fait au moins une heure de perdu sur les 8 heures. Si on enlève encore la restauration donc, de midi, le temps de repos, donc beaucoup perdent. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'on met en place, rapprocher et ensuite travailler déjà pour que ces toilettes-là même ne représentent pas une gêne pour les travailleurs. Donc, dans le nettoyage, dans l'aménagement, on va travailler de sorte à ce que ça puisse répondre en tout cas aux normes. Donc, par rapport à l'aménagement, quand même, s'il y a le standard qui est là, il faut que les bureaux, quand même, soient beaucoup plus avec tout l'équipement qui va avec. Donc, ça permet de mieux canaliser et ensuite d'apporter une ventilation qui puisse récupérer donc, les odeurs et pour les mettre donc, de l'extérieur. Voici un peu voilà, les éléments de réponse pour M. Barry. Alors, si vous me recevez, merci de confirmer. D'accord, merci beaucoup, monsieur Bado. Merci bien. Merci. Alors, donc, pour la circulation en entreprise, déjà, c'est de faire le plan de masse. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder déjà le flux entrant et le flux sortant. Donc, pour une entreprise, qu'est-ce qu'on va mettre dans le flux entrant? Déjà, il y a les salariés qui sont là. Donc, si vous êtes dans une entreprise où déjà le personnel même direct même de la boîte, peut-être vous avez 200 travailleurs, ça c'est un exemple, 200 travailleurs, d'autres viennent en moto, d'autres viennent en véhicule. Comment vous allez gérer déjà ce flux entrant là? Ça, c'est là. Ensuite, vous allez avoir des visiteurs, vous allez avoir des contractants, vous allez avoir la livraison même des matières premières. Ensuite, vous allez avoir même l'activité qui se déroule au sein de l'entreprise. Et après ça, vous allez avoir le flux sortant, quand les gens finissent de sortir. Par quel chemin ils vont passer. Ensuite, quand le produit finit ou le service doit aller faire le service ou encore le produit finit sort de par quel chemin il va passer. Donc, toute cette interaction-là, il faut que nous, déjà, on arrive à pouvoir mettre en place ce qu'on appelle le plan de masse. Et regardez déjà, on va les étiqueter. Les salariés, si l'aménagement, dans la conception même de l'entreprise, déjà, on s'est beaucoup plus concentré en mettant le parking à l'intérieur même du site. Donc, ça sera déjà de pouvoir rapprocher soit le parking à l'entrée de la porte et de pouvoir, en fonction des horaires d'arrivée, peut-être le parking en train pour les véhicules à l'intérieur du site, les motos seront à l'extérieur, ça diminue déjà le flux de circulation. Donc déjà, ça ne va pas éviter, voilà, donc ça va réduire déjà les risques de collision, les risques d'accident déjà sur le lieu de travail. Ensuite, on fera des rotations pour 200 personnels. Si tout le monde doit revenir à 8 heures, déjà la fouille même à la guérite même sera un problème. Donc, on va faire des rotations pour casser un peu, 6, 14, 14, 22, 22, 6, pour créer des rotations pendant que d'autres descendent. Ça permet donc de faciliter en fait, voilà, le passage donc sur ces pistes-là. Ensuite, on va regarder aussi l'apport des matières premières. On verra si les matières premières doivent venir à la même heure avec les salariés. Donc, on aura une très grande file d'attente. On peut peut-être, dans la conception, on tient compte de 2 entrées,
une entrée et une autre entrée aussi pour les sorties des matières premières, pour que les poids lourds, par exemple, puissent passer et puissent faire déjà leur circuit déjà sur, voilà, par l'arrière. Ça permet donc de diminuer le flux entrant. Et ensuite, maintenant, au sein maintenant du site, on va faire le marquage des sols. Les véhicules poids légers ont leur piste, les piétons ont leur piste. Ensuite, maintenant, les poids lourds aussi ont leur piste. Et ensuite, on va mettre en place des procédures de limitation de vitesse pour encadrer maintenant la circulation afin de diminuer même l'accident. Donc, c'est un module aussi qu'on pourra voir beaucoup plus en détail. La conception des parkings, quelles sont les normes qui encadrent, les dimensions qu'il faut respecter déjà pour pouvoir pour chaque véhicule, en tenant compte aussi des personnes aussi à mobilité réduite. Donc, tous ces éléments-là, on pourra donc le voir donc, dans la circulation en entreprise. Donc, pour l'heure, on va observer donc, des petites vidéos donc, qui vont nous permettre donc, d'introduire, voilà. Voilà, donc c'est un modèle d'aménagement qui répond aussi à un principe de la prévention qui nous dit de tenir compte de l'évolution de la science. Mais on ne va pas l'imposer partout. Voilà, pour ces entreprises-là qui ont les moyens, chaque entreprise, il y a l'objectif qui est là, donc c'est pour protéger les travailleurs. C'est à chacun de voir déjà dans quel support il va aménager donc, tout son plan de prévention. Donc, on ne va pas demander, par exemple, à la Fray d'aller s'acheter ces technologies de pointe-là pour pouvoir marquer le sol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, si on peut faire la peinture pour que les piétons sachent où ils doivent rester. Ensuite, s'ils doivent passer d'une voie à une autre voie, les intersections sur lesquelles ils doivent pouvoir passer, les poids légers où ils doivent passer, on peut marquer aussi le sol. Ensuite, informer les potentiels utilisateurs, les former déjà sur les bons comportements, les bons réflexes pour pouvoir éviter donc les accidents sur le lieu de travail. Alors, donc, pour l'entretien des locaux, ça sera naturellement tout ce qu'on a dit. On va travailler déjà sur que les sanitaires, les sorties donc des déchets, les enlèvements même des déchets, tout et tout, le nettoyage, la ventilation, tout et tout le confort déjà y soit pour que ça puisse diminuer donc au mieux donc les maladies professionnelles. Notamment, on va beaucoup plus travailler sur le bruit. Pour la gestion donc, du bruit, on va statuer sur la réglementation qui dit donc, on va beaucoup plus se concentrer sur 85 décibels. Ça, c'est la norme. Mais ici, en France, ils sont beaucoup plus pointus sur 80 décibels. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont compris parce que pour chaque activité, on ne va pas vraiment mesurer le niveau du bruit. Donc, à ce que le standard dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle des campagnes de mesure. Je pense que pour les modules passés, on avait présenté l'appareil qui permettait donc de mesurer le bruit, notamment donc, qui est le sonomètre. Et l'unité de mesure, c'était le décibel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller parce qu'on sait que le bruit à forte exposition déjà expose à beaucoup plus donc, de conséquences donc, sur la santé donc, de l'individu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des campagnes de mesure qu'on a amené à faire. On va aller dans chaque poste de travail. Vous allez voir qu'on revient sur des thèmes, par exemple, laquelle pour les généralités, on insiste sur certains thèmes qu'il faut absolument maîtriser. Le poste de travail, ça sera l'endroit où on a amené à exercer ce pour quoi on a été recruté, notamment notre activité professionnelle. Donc, pour les campagnes de mesure au niveau du bruit, au niveau même de, du niveau d'éclairage, donc on va utiliser le sonomètre ou encore le luxmètre. On arrive dans chaque poste de travail, on met l'appareil et ensuite il donne les valeurs. Et ensuite, on va voir est-ce que le travailleur dans son poste de travail, est-ce que le bruit le dérange? Est-ce qu'il dépasse ce que la réglementation dit? Dans quel cas, on verra dans quelle mesure on pourra proposer des actions pour fermer le très rapidement. Ah, ouais, On va demander à M. oui, Kassoum. ah, dis, une formation de l'Okera. Voilà. Et donc, maintenant, vous parlez, vous Eh, non, non, non. Moi, je suis un coco.
Euh, c'est un coco. du mal à fermer le micro. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, pour les campagnes donc, de mesure, on ira donc à chaque poste donc, de travail, à la menu donc, de ces équipements-là. On dépose à chaque poste de travail et on prend les valeurs. On va comparer déjà à la norme, à ce que la norme dit. Si c'est élevé, on va réaménager le poste de travail. Un, pour être conforme face à la réglementation. Et deuxièmement, pour éviter aussi donc, les potentiels donc, dommages liés donc, au niveau élevé donc, du bruit. Ensuite, donc, toujours pour le bruit, on ira aussi, parce que le principe de la prévention nous dit, est clair, il faut aller combattre les risques à la source. Donc, si vous n'arrivez pas déjà à isoler l'équipement même bruyant, ça sera compliqué de pouvoir le limiter, quelles qu'en soient les mesures que vous allez mettre en place. Donc, face à ces équipements-là, on peut aller en fonction, si ce sont les équipements de petite portée, on va les isoler, c'est-à-dire on peut isoler l'équipement dans une salle vitrée, par exemple. Donc, tout le bruit sera contenu dans cette salle-là. Et ça va permettre donc de libérer donc, le bruit, donc améliorer donc, le niveau sonore ou dans les autres postes de travail. Si on ne peut pas, si c'est un équipement à fort gabarit, aujourd'hui, il y a des insonorisants aussi qu'on met au niveau de chaque appareil pour pouvoir diminuer l'intensité du bruit. Donc, il répond en même temps au principe de la prévention qui nous dit de mettre l'accent sur les équipements de protection collective. On protège l'ensemble et ensuite, maintenant, on renforce avec quoi? L'individu. Et où, à défaut, on va venir insonoriser les salles, par exemple. Soit on va les vitrer, des éléments acoustiques. Quand on va dans un bar, par exemple, vous allez voir s'ils doivent, par exemple, aller partager des bouchons d'oreilles à toute la population pour dire, nous, on commence à travailler à partir de 20 heures, donc à 20 heures, mettez vos bouchons d'oreilles, ça sera difficile. Donc, on insonorise le local pour que tout le bruit soit contenu à l'intérieur et pour permettre donc à toute la population environnante donc, de pouvoir travailler en toute sécurité. Et pour le bruit, il y a des spécificités donc, qui accompagnent donc, les mesures donc, de bruit. Donc, lorsque le bruit donc, se fait à l'intérieur donc, du site, c'est un risque lié à la santé et sécurité au travail. Mais lorsque c'est à l'extérieur du lieu de travail, parce qu'on a vu que le lieu de travail, c'est le lieu destiné à l'implantation des postes de travail. Donc, lorsque le bruit se fait à l'extérieur, donc quoi, du lieu de travail, ça devient un impact pour l'environnement. Et l'environnement, dans toute sa définition, qui sera l'ensemble donc, des éléments qui constituent la faune, la flore, c'est-à-dire l'eau et le sol, c'est-à-dire toutes les composants de l'environnement, y compris l'homme lui-même et l'interaction qu'il y a entre ces différentes composants de l'environnement. Donc, tout bruit qui sort en dehors de notre site, on va parler d'impact sur l'environnement. Donc, l'entreprise sera amenée aussi à aller faire des campagnes donc, de mesure sur ces sites-là. On va choisir donc des points de mesure, c'est-à-dire si on a une infirmerie auprès de notre lieu de travail, si on a un établissement, une école auprès, on va aller faire des campagnes de mesure pour voir quel est le niveau donc, de notre bruit sur la population environnante. Et lorsque ça dépasse la réglementation, on travaille soit avec les RSE, responsabilités sociétales de l'entreprise, ou encore les relations communautaires, pour voir dans quelle mesure on peut faciliter la collaboration avec donc la communauté. Voilà, pour toujours créer donc ce climat-là. Donc, voici un peu comment ça se passe en entreprise. Quand on avait parlé donc d'isolation, on peut isoler l'équipement. C'est pas ces éléments-là. Donc, ici, on a un mini broyeur. Donc, si on peut l'enfermer dans une salle, ça permet donc d'étouffer le bruit. Donc, on va mettre dans une salle vitrée. Ça permet aussi d'étouffer le bruit. Pour certains laboratoires, on va vitrer donc certaines pièces pour que tout le bruit soit contenu dans le local et pour que tous les autres travailleurs donc, voilà, puissent travailler donc, dans un niveau acceptable. Au niveau donc de l'aération et la ventilation, par exemple, dans les sanitaires, dans les toilettes, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre cette ventilation-là automatisée pour que tout ce qui est comme odeur qui va constituer une gêne donc pour l'entreprise soit évacuée même de l'extérieur. Donc, il y aura à chaque fois, un rafraîchissement d'air. Donc, ce sont des choses qu'on peut mettre ça en entreprise pour que les occupants, en tout cas,
soit toujours, en tout cas, dans un environnement donc, propre. Le nettoyage à certaines fréquences, tout va dépendre de ce qu'on va mettre en place. Les dames ou encore, je ne sais pas, on va dédier un personnel à ça, qui viendront à chaque fois. Actuellement, on est dans une période donc, de faute poussière. Chaque midi, ils viennent encore et nettoient pour que les salariés ne soient pas exposés à une maladie professionnelle. Parce que quand on a une maladie, si vous êtes dans une période, par exemple, où sur 50 employés, peut-être 20 employés sont toujours malades, ça va diminuer forcément voilà, votre productivité. On travaille toujours à remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Par rapport à l'éclairage, on a vu que l'équipement manque de mesure. Allez-y, Monsieur Barry. Est-ce que Monsieur Barry nous reçoit? Allez-y, on vous reçoit. Est-ce que Monsieur Barry nous reçoit? Oui, je vous reçois, monsieur Badon. D'accord. Allez. Merci. Maintenant, je ne sais pas, bon, si c'est moi, je suis un peu pressé, si ça va venir ou est-ce qu'on peut revenir en arrière? Bon, on a entendu le bruit, il faut limiter le bruit à 85 décibels et également, on est en train d'aborder aussi les limites pour la sonorisation et également l'éclairage. Mais est-ce qu'on pourra, ou bien ça, c'est en train de venir, est-ce qu'on pourra dire quels sont les effets néfastes de ces facteurs-là sur l'ensemble des travailleurs pour que tout le monde soit au courant avant de venir aux mesures protectrices ou bien aux mesures de prévention? Ouais. D'accord, donc c'est des choses qu'on pourra voir par la suite, mais déjà, le bruit, quelqu'un qui est exposé, parce que là, on joue beaucoup plus sur l'exposition. Est-ce qu'on me reçoit d'abord? Voilà, on joue beaucoup plus sur l'exposition aux travailleurs. Donc, naturellement, quelqu'un qui a une exposition prolongée, donc à un bruit, c'est certainement encore à un niveau d'exposition très élevé, ça a un impact sur la santé. Donc, ça va jouer déjà parce qu'on parle donc de tympan. Le bruit, par la suite, on pourra donc voir avec certains modules. On verra que le bruit déjà a une certaine propagation, donc avec une certaine vitesse, qui a cette capacité-là même de pouvoir percer le tympan. Donc, le potentiel travailleur déjà peut perdre son audition. Parce que l'audition, c'est cette première faculté donc, de l'homme pour pouvoir faciliter sa communication en entreprise. Quelqu'un qui n'entend pas, vous allez discuter comment avec lui en entreprise. C'est pour ça, même certains postes aujourd'hui, dans l'entretien, on s'assure avec l'examen même médical pour voir est-ce qu'on arrive à mieux entendre. Deuxièmement, ça crée donc quoi? Des fatigues répétitives. C'est-à-dire, voilà, le fait même de pouvoir faire l'effort, ça crée déjà le surménage même dans le lieu de travail, tout et tout. Et si vous êtes dans un environnement qui est beaucoup plus dégagé, vous êtes obligé souvent d'élever la voix. Ça joue sur la communication et ça crée l'incertitude même aujourd'hui dans le management. Donc, que ce soit le bruit, l'éclairage d'un certain niveau, lorsque ça dépasse les valeurs limites, on sollicite beaucoup plus l'œil, même avec l'écran d'ordinateur ou encore le téléphone. Lorsque la luminosité elle est très basse, on est obligé donc de solliciter forcément notre œil pour pouvoir mieux voir. Et plus on sollicite l'œil, ça nous permet donc de faire quoi? De fatiguer l'œil. Et si l'œil, avec tous ces nerfs optiques qu'on a directement, ça nous rapproche beaucoup plus quoi, de certaines maladies donc, liées, donc, voilà, liées à l'œil. Donc, par la suite, on peut aussi perdre la vue. Donc, raison pour laquelle on met l'accent beaucoup plus sur le bruit. Parce que quelqu'un qui n'entend pas, c'est difficile de travailler. Quelqu'un qui ne voit pas, c'est difficile aussi de pouvoir travailler. Donc, voici un peu ce que je pouvais dire. D'accord, merci, monsieur Badon. Merci beaucoup. Par rapport à la lumière, voilà, niveau d'éclairage aussi. Donc, on passe par ces mêmes choses, par ces mêmes éléments-là. Donc, pour le niveau d'éclairage aussi, dans les campagnes de mesure, on va intégrer bruit et puis éclairage. Donc, on avait vu avec l'éclairage que l'équipement donc, de mesure, c'était donc le luxe. Voilà, c'était donc le luxe et qui nous permettait donc de pouvoir voir voilà, le niveau, l'intensité même de l'éclairage. Donc, il est comme le sonomètre. Je pense qu'on avait vu ça, hein. J'avais projeté un ensemble d'équipements, voilà, où ils sont souvent, on peut les acheter de façon indépendante, ou encore il y a le multi qui regroupe le sonomètre, qui regroupe le luxmètre, qui regroupe même d'autres équipements pour mesurer l'humidité sur le milieu de travail,
la température encore sur le milieu de travail. Donc, tous ces ensembles-là peuvent être contenus dans un multi-appareil. Et l'entreprise, si elle a les capacités, elle peut l'acheter. Dans d'autres cas, elle peut les louer pour faire ces campagnes donc, de mesure. C'est une obligation. Donc, pour le luxemètre, pour l'éclairage, on va aller aussi au niveau de chaque poste de travail. On va mettre pour voir réellement quelle est l'éclairage, est-ce que ça respecte la réglementation? Quand on avait fait le cadre réglementaire, on avait vu les valeurs. Je pense même que par la suite aussi, on pourra aussi revoir aussi ces valeurs limites à l'extérieur. Quelles sont les valeurs limites sur le poste de travail? Quelles sont les valeurs limites? Donc, on passe par ces campagnes de mesure-là pour voir. Quand ça dépasse la valeur limite, on travaille à être conforme vis-à-vis de la réglementation. Et ensuite, on voit maintenant qu'est-ce qu'on peut mettre pour pouvoir réaménager le poste de travail de sorte à faciliter donc, le travail donc, de tous les occupants. Donc, sur ce support, par exemple, vous allez voir, c'est un ensemble donc, de lois voilà, que j'ai regroupé donc, sur cette partie. Après, le cours sera mis à votre disposition, donc vous pourrez donc le télécharger. Donc, pour voir maintenant si vous êtes dans un cadre où ces lois-là s'appliquent à votre activité, c'est comme cela que vous passez en revue donc, tous ces différents détails. Donc, très rapidement, on va voir on pourra voir quelques lois pour voir un peu comment ça se passe. Je reviens rapidement là-dessus. Le décret, par exemple, voilà. Suite, un code de la santé publique. OK. Donc, je reviens rapidement là-dessus. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit ce qui est projeté. Est-ce que tout le monde reçoit ce qui est projeté? Donc, décret numéro 2011, est-ce que tout le monde voit ce qui est projeté? Merci de confirmer. Est-ce qu'on me Oui, moi je reçoit? vois mon niveau. Bon, M. Bado. Oui, c'est bon. Bonsoir, Monsieur Kwasi. J'espère que vous allez très bien. Oui, M. Bado, très très bien, merci. Donc, on vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Donc, pour ces lois-là, donc je rappelle que ça s'adapte aussi d'un pays à un autre. Donc, par exemple, du côté de la Côte d'Ivoire, on a forcément aussi des décrets ou des lois aussi qui encadrent. Mais pour le cas du Burkina, donc c'est ce qu'on va voir. Donc, voilà, décret fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Donc, dans l'identification de nos parties prenantes, on ira récupérer donc toutes ces lois qui s'appliquent à notre domaine d'activité. Et on va passer en revue tous les articles. Ça ne fait pas de nous des juristes, mais pour notre cadre réglementaire, on est obligé de composer avec. Voilà. Donc, sont soumis aux dispositions du présent décret les établissements où sont employés des travailleurs, au sens de l'article 2, qu'elles soient de nature publique ou privée, laïque ou religieuse. Donc, ça s'applique à tout le monde. Donc, on passe en revue tous les articles. Donc, quand il y a un comité, le comité va passer en revue tous ces articles-là pour voir quels sont les articles qui s'appliquent à son lieu de travail. Nettoyage et désinfection des locaux. Donc, vous allez voir tous les contenus qui accompagnent donc, le nettoyage et la désinfection donc, des locaux. L'ambiance donc, du lieu de travail, notamment le bruit, l'ensoleillement, la poussière, qui peut entraîner donc, des nuisances. Quand on parle de nuisances en entreprise, c'est toute gêne donc, à l'homme. La protection contre la pollution donc, des déchets, etc. Quelles sont les différentes valeurs par rapport à l'aération, à la ventilation? Donc, tout est consigné donc, dans la loi. L'éclairage est assuré de manière à assurer la sécurité, la circulation, éviter la fatigue visuelle, les affections de la vue qui en résultent, permettre de déceler les risques perceptibles par la vue, permettre l'évacuation donc, des personnes. Donc, c'est une obligation réglementaire. On va voir les valeurs limites. On l'avait consigné même pour le premier module. Donc, on prend ce que la réglementation dit parce que quand on a le représentant de la loi qui est chargé d'appliquer ces articles-là dans toute leur rigueur, c'est pas ces valeurs-là ils vont prendre. Ils vont dire, OK, la loi dit au niveau des locaux affectés au travail que, par exemple, pour les voies de circulation intérieure 40 luxe, ils prennent le luxe mètre, eux-mêmes, ils vont, ils mesurent. Ici, on voit que vous avez eux-mêmes, ici, ils discutent pas trop. On vous montre, vous-même, vous lisez, c'est combien 50 luxe. On vous demande, est-ce que par rapport à la réglementation, est-ce que vous êtes conforme? Vous dites non. Et ils font le point.
Ils vont aller au niveau des escaliers entrepôts, ils regardent, ils mesurent. Donc, vous aussi, vous êtes amené à faire ces campagnes de mesure-là avant leur arrivée. Pour voir si vous êtes conforme. Si vous n'êtes pas conforme, vous travaillez à être conforme. Donc, si les valeurs, par exemple, dépassent, vous allez remplacer les ampoules, par exemple, par des ampoules économiques. C'est beaucoup plus économique pour l'entreprise. Les LED, par exemple, où le niveau même d'éclairage est beaucoup plus sobre. Voilà. Donc, vous allez, s'il y a un déficit, vous allez apporter encore, c'est comme ça. Locaux de travail permanent, 30, on a 300 à 500 luxe. Donc, ça doit être dans cet intervalle-là. Donc, vous passez dans chaque endroit et vous faites donc les mesures pour voir donc, si c'est conforme ou pas au travail. Donc, on ne va pas voilà, passer en détail. Donc, les installations, tout ce qui va avec, on est obligé donc de passer en revue tous ces articles-là et voir qu'est-ce qui s'applique donc à nous. Je vais voir aussi ici pour les visites médicales. Est-ce que je vais voir rapidement. Donc, il y en a tous ces choses-là seront mis à votre disposition. Je regarde très rapidement. Est-ce que il est à portée de main? Là, non. Il n'est pas là. Donc, je regarde encore ici. Décret de disposition, arrêté conjointe. Voilà, donc je termine avec l'arrêté conjointe aussi pour qu'on arrive à voir. Donc, tous ces supports seront mis. Voilà. Donc, le présent arrêté est applicable aux employés et aux travailleurs soumis au Code du travail, quelle que soit leur activité. Donc, ça s'applique à toute entreprise. Les visites médicales et examens suivantes sont obligatoires. Donc, c'est la loi qui dit que tout le monde doit respecter. Un, la visite médicale d'embauche, c'est-à-dire avant l'activité professionnelle, on fait la visite médicale pour voir votre état de santé. Donc, toutes ces archives-là seront conservées et il y a une procédure, mais même après voilà, l'arrêt même du travail, la rupture du contrat, il y a une procédure qui va dire peut-être dans 5 ans, 10 ans, on peut peut-être détruire. Mais chaque entreprise, en tout cas, avec les archivistes, ils s'entendent en tout cas sur une période. Donc, tout est encadré par des procédures. Donc, la visite médicale d'embauche pour voir dans quel état vous venez dans l'entreprise. Périodique pour voir le développement, est-ce qu'il y a des maladies liées donc à votre activité. De surveillance spéciale, reprise de travail s'il y a des pauses, et ensuite la visite médicale de fin de contrat et des examens complémentaires. Ces visites médicales, à l'exception de la visite médicale de fin de contrat, donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail. Donc, le médecin du travail, il est différent donc, du médecin généraliste. Voilà, donc peu du travail, ils se sont spécialisés donc, dans la santé et sécurité au travail. Donc, même quand le généraliste fait son diagnostic, on revient soumettre ça à la médecine du travail, qui relève beaucoup plus donc, de l'Office de la santé des travailleurs pour le cas du Burkina. Donc, on va revenir sur le cours. Voici en tout cas. Donc, tous ces lois-là seront mis en tout cas à votre disposition. Voilà, je reviens sur le cours. Donc, on va voir nos parties prenantes et ensuite on applique, on voit toutes les lois qui s'appliquent à nous. Et ensuite, maintenant, on voit est-ce qu'on est conforme vis-à-vis de ces lois-là en fonction des différents articles. La sécurité des biens et des personnes, c'est des choses déjà qu'on a déjà vues. On doit identifier les dangers, les risques, proposer donc des mesures. Donc, on va faire l'inspection, on va mettre en place beaucoup de procédures. Parce qu'en entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? Le HSE ne peut pas être partout à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On responsabilise même les travailleurs. On met des procédures. Procédures pour pouvoir utiliser une échelle. Voilà, tout le monde sait aujourd'hui, pour pouvoir utiliser une échelle, voici la procédure sécurité à suivre. On forme les travailleurs. Tout le monde est obligé de pouvoir suivre la procédure. Et quelqu'un qui ne suit pas la procédure, ça signifie qu'il ne respecte pas les consignes sécuritaires. Procédure pour pouvoir monter l'échafaudage, procédure pour pouvoir travailler en hauteur. On écrit donc les activités, les tâches qui se font de façon répétitive. Au lieu chaque fois de faire des analyses, on verra bien dans l'analyse des tâches. Hein. Voilà, donc ce sont les choses qu'on va revenir beaucoup plus en détail. Le HSE va rédiger beaucoup de procédures pour que déjà toute personne qui vient un nouveau travail, il sait par quel chemin il doit passer pour pouvoir travailler donc en toute sécurité. L'inspection aussi, on pourra faire l'inspection des équipements parce que nous, déjà, pour notre analyse, on va élargir donc notre champ de vision. Donc, en tenant compte de 5 facteurs, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Vous pouvez
tout mettre en œuvre. Mais si la main-d'œuvre lui-même, il décide de ne pas respecter, lui-même, il serait exposé à un accident. Et quand on sait qu'on est responsable de la main-d'œuvre, on est obligé lui-même de le contrôler. Voilà, c'est comme quelqu'un, par exemple, un père de famille ou une mère de famille. Voilà, votre enfant va à l'école, chaque jour il se lève, il prend le sac, il va à l'école. Mais qu'est-ce qui garantit qu'il va à l'école? Donc, souvent, on va faire une inspection à l'école. Bonjour, je suis le parent de tel élève. Est-ce que mon fils même, il vient à l'école? Et c'est là on vous dira, non, il ne vient pas à l'école. Souvent, il vient, ça fait une semaine, 2 semaines même que ce dernier-là ne vient pas. Donc, ça nous permet déjà de voir à chaud toutes les non-conformités. Donc, dans le cadre aussi professionnel, ce sont ces choses aussi qu'on va mettre en place après les procédures. On va mettre en place des permis et aussi il y aura la surveillance. Donc, ce sont des choses aussi qu'on pourra donc voir beaucoup plus en détail. Alors, le risque d'incendie, avec la lutte contre l'incendie aussi, on pourra aussi revenir là-dessus. Mais quand on parle donc d'incendie déjà, l'incendie, c'est un feu violent qui échappe donc sous le contrôle donc de l'homme. Il peut arriver à un moment donné, à une période donnée. Donc, nous, on sait que quand l'incendie arrive, c'est-à-dire les dommages sont déjà consommés. Et il faut obligatoirement réparation. Ça peut créer beaucoup, beaucoup même de dommages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille parce qu'on dit qu'on doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc dans l'initiation même de l'incendie qui est le début du feu. Donc, on reviendra voir le début du feu. On va voir que le feu, pour qu'il y ait feu, il faut que trois composantes soient réunies. Du triangle de feu, c'est-à-dire le combustible, ce qui brûle, le comburant, ce qui fait brûler, et l'énergie d'activation. Donc, on va travailler à mettre en œuvre donc, des éléments pour éviter même la survenue même du début du feu. Dans quel cas maintenant, l'extinction, les moyens d'extinction, ce sont des choses aussi qu'on va voir. Ensuite, si on arrive, on va scénariser, on va se dire, mais attention, mais un incendie peut arriver parce que la norme est claire là-dessus. La norme dit de ne jamais négliger un incident ou un accident qui dont la gravité est, est très élevée et la probabilité de survenir est faible. L'incendie, vous allez voir, même si on demande aujourd'hui dans chaque famille, voilà, combien de fois vous avez un incendie chez vous, des gens même peuvent faire 20 ans sans un incendie. Sauf que quand l'incendie arrive, il ravage tout sur son passage. Donc, on va mettre en place des éléments pour que s'il arrive, voici comment on va mettre des garde-fous pour que déjà, on va impliquer des acteurs, on va faire des simulations avec les robinets d'incendie armés, des bouches à incendie, on va former les gens, des guides-fils, des serre-fils, on va mener des postes d'opération, un directeur d'exploitation, pour que dès que ça arrive, dès qu'on déclenche, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Chaque acteur sait ce qu'il doit faire pour diminuer même la gravité en protégeant le maximum des travailleurs au niveau des points de rassemblement et ensuite s'assurer à ce que même toute l'entreprise donc, ne passe pas dans cet incendie. Donc, pour ces choses aussi, on va aller très, très rapidement dessus. Hein. Voilà, on définit 3 régimes de combustion, l'inflammation, donc le début, l'initiation. Ensuite, les 4 phases principales, l'initiation donc du feu, l'embrasement qui correspond donc à un développement rapide et ensuite la combustion continue. Donc, nous, lorsque l'initiation va arriver, on va former les gens déjà pour pouvoir utiliser l'instincteur. Donc, on va les former sur c'est quoi l'instincteur. On va comprendre que tout feu n'est pas feu. Voilà, mais on va voir il y a des classes de feu. Il y a des feux de classe A, des feux de classe B, des feux de classe C, des feux de classe D. Donc, c'est à chaque feu, chaque type de feu, ou du moins chaque classe de feu, que répond le principe d'extinction. Donc, on va disponibiliser chaque instincteur qui est habilité à pouvoir éteindre chaque classe de feu à proximité. On va travailler de sorte à ce que les instincteurs soient beaucoup plus accessibles pour que lorsque le pied arrive, donc, on puisse donc les utiliser. Et pour éviter l'embrasement, parce que quand l'embrasement arrive, il y a la phase donc de décroissance dans l'embrasement, c'est-à-dire le feu arrive à un certain niveau, après l'embrasement, voilà, il est beaucoup plus intensifié. Donc, vous allez voir, il est beaucoup plus endormi, hein, il est dans sa phase de décroissance. Et lorsqu'il arrive à sa phase de décroissance, il y a 2 pics possibles. Soit il revient à son état initial, ou encore déjà il s'éteint lui-même. Donc l'un dans l'autre, on sera toujours obligé en tout cas de mettre des éléments en œuvre pour pouvoir contrôler voilà, ces phases donc, de croissance ou encore de décroissance. Donc les différentes classes de feu aussi, c'est des choses aussi qu'on pourra voir. Les feux de classe A, matériaux solides, les feux de classe B, tout ce qui est comme liquide, voilà, liquide qui peut prendre feu, tel que le gasoil, l'essence, etc. Les feux de classe C, les feux gazeux, les feux de gaz plutôt, et enfin les feux de classe D, les feux donc de
métaux. Donc, avec la lutte contre l'incendie, c'est des choses aussi qu'on va revenir. Et donc, les risques donc, d'explosion dans les zones à texte, l'identification même de nos risques, on va travailler déjà à pouvoir identifier les zones à texte. Quand on parle de zones à texte, ce sont des atmosphères explosives qui seront beaucoup plus détectées en fonction même de l'usage qu'on fait de ces zones-là, soit partant même de, si ce sont des produits chimiques qui sont hautement explosifs, on va pouvoir étiqueter l'endroit, faire des marquages de signalisation pour informer tous les occupants. Attention, vous êtes dans une zone explosive. On va fermer le micro. Donc, on va faire des marquages pour informer les gens. Ici, vous êtes dans une zone explosive, donc il ne faut pas fumer, etc., etc. Pour des travaux, par exemple, dans certains espaces, par exemple, on va travailler à faire des campagnes, on va faire des mesures donc avec le multimètre pour pouvoir voir et qui va prendre en compte soit l'oxygène, parce qu'avec l'oxygène, on va voir que dans l'air, il y a l'oxygène à 20%. On peut aller à l'extrême, peut-être 21%. Mais lorsque on est dans une limite inférieure, par exemple, de 12, inférieure, par exemple, à 18%, l'oxygène aussi peut développer des aptitudes d'inflammation ou même d'explosion. Lorsqu'il atteint une limite supérieure, limite donc supérieure d'explosivité, vous allez voir, c'est-à-dire à partir donc de 21 et plus, l'oxygène encore devient beaucoup plus aussi dangereux. Donc l'un dans l'autre, qu'il soit inférieur ou supérieur, tant qu'il n'est pas dans sa limite définie, c'est-à-dire 20 à 21%, dans un autre cas même 19 à 21%, on va travailler soit si on a un manque d'oxygène, un apport d'oxygène pour atteindre ce niveau-là. Si on a un surplus, on va travailler parce qu'à ce niveau, facilement déjà, ça peut prendre feu parce on voit que s'il y a un combustible qui est là, le comburant est déjà là. Rien que par manque d'attention, naturellement, donc, il aura donc explosion. Ben, c'est des choses aussi qu'on va revenir là-dessus avec la lutte contre l'incendie. Donc, ce sont des questions de généralité. On termine avec ces questions-là aujourd'hui. On va regarder aussi une vidéo aussi pour le marquage. Donc, pour la circulation d'entreprise, c'est des choses, voilà, qu'on peut mettre en place. Maintenant, si l'entreprise a des moyens, pour le mettre. Dans le cas contraire, on va toujours proposer, voilà, on va toujours proposer ce qu'on peut faire pour le marquage. La maintenance des équipements aussi, il y a des normes aussi qui sont déjà là en place. Voilà, donc il faut toujours faire des recherches. La recherche, le plus important pour nous, ce n'est pas de connaître toutes les lois, non, mais c'est de savoir où trouver ces lois-là, partant même de l'identification de nos parties prenantes. Voilà, là, si on sait où les trouver, on sait forcément maintenant passer en revue toutes les articles pour voir qu'est-ce qui s'applique à nous ou pas. Donc, pour certains équipements de pointe, il y a des lois qui encadrent même la maintenance même et l'inspection donc, de ces équipements-là. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a des structures aujourd'hui au Burkina qui font des inspections pour des équipements sous pression, suppression, des équipements de levage, des équipements avec donc certains flexibles. Il faut faire une inspection pour que déjà leur utilisation, parce que ces équipements-là, voilà, exposent beaucoup plus donc, de travailleurs. Donc, ils ont un fort pourcentage même de survenus donc, de risque. Donc, il y a les lois qui encadrent donc, leur utilisation. Donc, pour certains, si on est dans l'agroalimentaire ou dans le laboratoire, il faut que ces équipements-là soient certifiés, soit par la BNOM, à part aussi qui fait certaines inspections pour des engins de levage. On a aussi Veritas aussi, il y a quand même pas mal de structures. Donc, c'est d'identifier des parties prenantes et ensuite de se conformer vis-à-vis de la réglementation, parce qu'en se conformant, on a vu aussi les enjeux liés à la santé et sécurité. En respectant la loi, ça contribue aussi à nous protéger. Certes, ça représente des garde-fous, mais tant que ces garde-fous aussi protègent aussi la santé des travailleurs, voilà, c'est toujours bien.
Donc, on va toujours les intégrer. Donc, ce sont des choses aussi qu'on doit pouvoir les maintenir, pouvoir les maintenir. Donc, si on doit travailler, par exemple, avec certains engins tels que les grues, la seule chose que le HSE pourra faire déjà, c'est de s'assurer que l'engin a été inspecté, voilà, par une structure, c'est-à-dire on va demander le certificat d'expertise de l'engin qui certifie que l'équipement déjà ne peut pas exposer donc les potentiels utilisateurs. Donc, c'est un document qu'on demande. Donc, soit ils vont aller soit à PAV, à Veritas, ils vont vérifier les chaînes, ils vont vérifier donc les, toutes les parties donc, de l'engin. Ensuite, ils vont certifier qu'on peut utiliser donc, l'équipement pour sécurité. Donc, on s'assure du certificat d'expertise de l'équipement. Et ensuite, maintenant, des travailleurs aussi. On s'assure aussi que ces travailleurs aussi donc, sont comment habilités donc, à pouvoir le faire. Donc, si on est dans un environnement aussi où déjà on a des salles électriques, naturellement aussi, il va falloir aussi qu'on encadre, voilà, l'entrée, la sortie même, tout ce qui est comme activité qui pourra se dérouler au sein de l'entreprise. Donc, avec les permis de travail ou les travaux qui se feront dans ces salles-là, on va mettre en place aussi des procédures pour pouvoir encadrer même toute activité donc, qui s'y déroule. Donc, on va les Donc, dans l'identification toujours de notre risque, on sera beaucoup plus pointu. Voilà, on sera beaucoup plus, on va élargir notre champ de vision parce que quelqu'un déjà qui fait un travail en hauteur, la seule chose qu'on voit automatiquement, c'est qu'il peut tomber, il risque de chute. Mais par contre, vous voyez, quelqu'un qui travaille sur une ligne électrique, même en hauteur, il peut être aussi exposé à d'autres risques, par exemple. Donc, pour des travaux en hauteur, par exemple, pour des lignes électriques, il faut garder toujours une distance aussi de 5 mètres parce que on est toujours donc exposé à un risque donc d'électrocution ou d'électrisation. Donc, on va regarder un ensemble donc, de vidéos et ensuite on discutera de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et ensuite, on va proposer donc des éléments de réponse. On termine aujourd'hui avec les questions de généralité. Donc, cas par cas, on verra ce qui n'a pas marché. Donc, je reviens très rapidement là-dessus. Donc, si tout le monde me reçoit, on y va. Donc, cas par cas, on met une pause, on discute, on prend des réactions et on continue. Donc, un travail en hauteur, voilà, le travailleur trébuche, ou du moins s'il chute. Qu'est-ce qui n'a pas marché d'après vous? Allez-y, monsieur Bravo, avant qu'on ne continue. Allô? Oui, on vous reçoit 5 sur 5, monsieur Bravo. Voilà, par rapport à cet incident-là, Oui, je pense que l'échelle n'a pas été attrapée par un employé. un Ça n'a pas employé. été bloqué, ça n'a pas été sécurisé. Oui. Voilà, la raison pour laquelle l'échelle a glissé puis la personne a chuté. Il fallait sécuriser l'échelle, attraper l'échelle. Il fallait sécuriser. Donc, au travail, par exemple, avec le travail autant, on verra voilà, quels sont l'ensemble des procédures qu'on va mettre pour encadrer donc, le travail autonome donc, qui est très dangereux. Donc, nous, on va comprendre que, attention, l'échelle, l'escabeau, on ne doit pas les utiliser comme un poste de travail. Le poste de travail, c'est l'endroit où on a mené à exercer notre activité professionnelle. Donc, quand on s'arrête sur l'échelle pour travailler, on doit éviter d'utiliser l'échelle donc, comme un moyen, un poste de travail. Mais par contre, on utilise l'échelle, l'escabeau, les marchepieds donc comme des moyens d'accès au poste de travail. Là, ici, on va jouer beaucoup plus sur la probabilité, sur la fréquence, sur l'exposition même donc au danger. Maintenant, dans un certain cas, c'est difficile souvent en entreprise, on est obligé donc de les utiliser parce qu'on n'a pas d'autres équipements. Donc, quand ça se fait, avec ce que M. Dravo a dit, on va chercher un suppléant en bas pour pouvoir maintenir, stabiliser l'échelle. On va inspecter avant d'utiliser l'échelle, s'assurer que les sabots sont bons, les marchepieds sont bons, les cales de sécurité sont bonnes. Et ensuite, maintenant, le travail donc, peut continuer.
Donc, ici, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? La deuxième vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour cette deuxième vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on me reçoit? Alors, donc, ici déjà, est-ce qu'on me reçoit? Merci de confirmer. OK, on me reçoit. Merci. La main levée, Monsieur Sanou. Allez-y. Ok, merci. Mais bon, vraiment, c'est un peu flou, mais j'ai l'impression que je dirais que c'est le plan de circulation qui n'a pas été respecté et que, bon, en tout cas, c'est ce que je peux dire, ce que je peux dire, sans grande conviction. Donc, c'est essentiellement ça. Donc, on revient toujours. Ça, à chaque fois, je dis simplement, il faut souvent avancer en tant que même HSE pour l'observation ou si on veut vraiment, comment je vais dire ça? Hmm, Est-ce qu'on me reçoit, hein? Parce qu'il y a des interruptions à mon niveau. OK, donc c'est bon. Donc déjà, il faut élargir notre champ de vision. Donc, M. Sano, par exemple, qui dit que on n'a pas respecté le plan de circulation. Donc, s'il n'y a pas un plan de circulation, les travailleurs ne seront pas obligés à s'imaginer un plan de circulation pour pouvoir respecter. Donc, ça, déjà, c'est le premier constat. Donc, peut-être dans ce cas, il n'y a pas de plan de circulation. Raison pour laquelle le plan de circulation d'entreprise est très, très important. Où les chariots ont leur place, les piétons ont leur place et chacun est dans son passage. Ensuite, pour les chariots, pour d'autres engins, par exemple, on va obligatoirement imposer la checklist, l'inspection qu'on pourra mieux voir apprécier avec l'inspection à travers plutôt les équipements de protection collective donc, ou individuelle. On va obliger que les chariots donc, soient équipés donc, de la lame de recul, voilà, du gyrophare. On va s'assurer que tous les composants donc, du chariot donc, soient efficaces pour que même un piéton à distance sache que, attention, avec la lame de recul pendant ces manœuvres ou encore avec le gyrophare, il y a un chariot qui arrive, ça permet donc d'éclairer tout le monde. Et aussi, s'assurer aussi que déjà, tout le monde soit concentré. Donc, on va sensibiliser les travailleurs par rapport à l'utilisation de leur téléphone, tout, ça pourra aller avec. On va terminer avec d'autres éléments. Ici, par exemple, on voit quelqu'un qui, euh, pendant son passage sur l'escalier, qui trébuche, voilà, qui trébuche donc sur l'escalier. Donc ici, d'autres pourront dire, par exemple, qu'il n'est pas concentré, etc., etc. Mais nous, notre rôle déjà, c'est de mener des enquêtes pour éviter déjà que ces incidents-là n'arrivent. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va forcément sensibiliser les travailleurs à respecter la règle de 3 points, c'est-à-dire une main sur la rampe de l'escalier et les 2 pieds. Ou encore, si on doit utiliser l'échelle, 2 pieds, 2 mains par exemple sur les marches et un pied. Donc, on respecte toujours la règle des 3 points. Deuxièmement, on va s'assurer aussi que déjà l'utilisation donc, de ces escaliers-là puisse respecter les normes, parce que même dans la conception aussi des escaliers, par exemple, il y a des normes aussi à pouvoir respecter pendant l'aménagement. Et aussi, on va sensibiliser les travailleurs lorsqu'on utilise les escaliers. Il ne faut pas courir pour descendre l'escalier, il faut toujours tenir la rampe, il faut éviter donc d'utiliser aussi le téléphone, etc. Certaines mesures donc, qui vont avec. Ici, par exemple, pour la coactivité, on va travailler aussi à sensibiliser les travailleurs pour que chacun soit dans sa zone de confort. Pour cette dernière vidéo, on va mettre des dispositifs pour pouvoir caler ces engins-là pour éviter que pendant leur utilisation, donc, les travailleurs soient exposés. Mesures relatives à la circulation, c'est ce qu'on a dit. Donc, on met ce qu'on peut faire dans le plan de masse, les inspections par rapport aux équipements. Ensuite, notre méthode, quelles sont les méthodes qu'on va mettre? On va dire, il faut que toute personne déjà qui doit rouler un engin, qu'il soit un poids lourd, un poids léger, je reviens à M. Sano dans peu de temps, voilà, ait au moins le permis. Voilà, ait au moins le permis. On va mettre la limitation de vitesse
sur le site, peut-être à 20 km/h, tout va dépendre de notre réalité. Donc, ce sont des choses aussi qu'on pourra donc revoir beaucoup plus en détail. Sinon, Monsieur Sanou a la parole. Ok, merci. C'est juste un petit détail. Oui. C'est concernant la règle des 3 points. Je n'ai pas bien saisi. Alors, pour la règle des 3 points, on nous dit lorsqu'on utilise l'escalier, lorsqu'on utilise l'échelle, il faut toujours respecter la règle des 3 points. Donc, les 3 points d'appui, qu'est-ce que ça représente? L'homme déjà a des membres. On a 2 mains, on a 2 pieds. Donc, pour faciliter donc, notre sécurité lorsqu'on utilise l'escalier, qu'est-ce qu'on doit faire? Soit on utilise les 2 pieds déjà, sont utilisés pour marcher. Ensuite, on nous dit d'obligatoirement tenir la rampe. Donc, on va utiliser donc la rampe donc d'un certain côté et ça va représenter donc quoi? Les 3 points. 2 pieds, une main pour tenir la rampe. Donc, ça représente donc les 3 points. Ça permet donc de sécuriser, même si on veut glisser, on veut trébucher. Le fait donc même d'avoir donc tenu la rampe, ça va empêcher déjà notre chute. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas directement, lorsqu'on veut utiliser l'échelle, à défaut d'utiliser un pied, 2 mains pour aller étape par étape, on peut utiliser aussi les 2 pieds, une main. Donc, c'est de toujours respecter la règle des 3 points lorsqu'on utilise l'échelle, les escaliers pour faciliter donc notre sécurité. Merci, M. Sanou. Donc, les mesures relatives aux installations et traitements dangereux, voilà, donc les machines, tout et tout, on verra quels sont les dispositifs qu'on met en place avec notamment le cadenassage, tout et tout. Donc, les boutons d'arrêt d'urgence, comment on arrive à mieux les utiliser donc, en entreprise. Donc, ce sont des choses aussi qu'on pourra revenir. Donc, il y a toute cette littérature aussi qui est beaucoup plus mise à votre disposition pour que même après, quand vous passez en détail, ça permet donc de garder déjà une banque de données pour vous. Donc, moyen de procédure contre des luttes contre l'incendie. C'est des choses qu'on va voir. Donc, pour les travaux à chaud, on va encadrer ça par l'utilisation donc, de certains permis de travail à chaud pour que pendant l'inspection, on puisse voir directement est-ce qu'on a les instincteurs à proximité, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir encadrer donc, l'activité donc, de travail à chaud pour que si on a un début de feu directement, on puisse donc arriver à stopper donc, ce début de feu-là. On avait tantôt parlé du triangle de feu. On va observer ce qui se passe dans cette vidéo aussi. Est-ce qu'on arrive à voir ou comprendre cette vidéo? Donc, on a un dépôt de produits chimiques. Petit commentaire sur la vidéo avant qu'on ne continue. On va terminer avec les moyens d'intervention d'urgence. Petit commentaire. Oui, M. Bado. Allez-y, monsieur Kwasi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de manipuler un produit chimique sans porter sans être équipé. Bon, enfin, sans porter un masque, sans porter de protection. C'est ça, monsieur Kwasi. Donc, pour ce cas, déjà, on est dans un magasin de stockage des produits chimiques. Donc, on verra aussi le SIMDUT. Donc, vous aurez même une attestation sur le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Donc, ça nous permettra déjà de voir qu'est-ce qu'on entend par produit chimique. Quand on commande un produit chimique, par quelle étape le produit chimique donc, doit arriver, c'est-à-dire partant même du fabricant, ensuite de l'employeur et ensuite même de l'information qu'on va donner donc au travailleur. Allez-y, monsieur. Levez la main. Monsieur Barry, allez-y. Bon, merci, monsieur Bado. J'avais levé, mais bon, comme vous avez déjà abordé le sujet,
OK. Bon, j'ai cru Donc, comprendre que ici, c'est les produits qui ne se mélangent pas. Parce que, bon, j'ai pas trop bien vu la vidéo, mais il semblait que quand il a ouvert et que les c'est ça. produits dans la barrique est en train de se C'est déverser ça. directement dans l'autre produit, ça a provoqué une explosion ou bien c'est une éruption du produit. Essentiellement ça. C'est ça. Donc, avec le SIMDUT, on pourra voir déjà quels sont les documents qu'on doit exiger pour l'achat d'un produit chimique, donc notamment la fiche de données de sécurité abrégée FDS. Donc, dans le domaine de la santé et sécurité, quand on voit FDS, ce n'est pas force de défense et de sécurité, mais plutôt fiche de données de sécurité qui contient 16 rubriques donc, liées à l'utilisation même du produit chimique avec toutes ses propriétés qui vont avec. Et aussi l'étiquette qui sera apposée donc, sur le produit chimique qui va contenir plusieurs informations, les mentions d'avertissement, les mentions donc, de prudence, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Donc, sur cette barrique, vous voyez déjà une étiquette qui est posée sur la barrique. Donc, vous allez voir directement, c'est l'étiquette. Donc, vous allez voir, on a dit pour qu'il y ait feu, il faut que trois composants soient réunis. Le combustible, le comburant, l'énergie d'activation. Donc, le combustible est déjà réuni, ce qui brûle est réuni. Le comburant, dans l'air forcément, on a l'oxygène. Et vous voyez, il était là, il était, avec les frottements qu'il faisait déjà sur les barres de fer, à l'intérieur même du cubiténaire, vous allez voir, c'est ce qui a entraîné donc l'explosion. Donc, avec le SIMDUT, on pourra voir en fonction même des données d'entrée qu'on aura, comment stocker les produits, de sorte à séparer le combustible du comburant. Et avec les moyens même de communication, d'information, donc de sensibilisation, on va informer déjà sur les EPI déjà qu'on doit pouvoir avoir pour avoir accès à ces différents éléments-là et comment on doit pouvoir les utiliser de façon efficace sans toutefois exposer donc, les travailleurs. Donc, avec le SIMDUT aussi, on pourra revenir là-dessus. Les cas d'incendie, bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Donc, en gros, c'est l'ensemble donc, des éléments aujourd'hui qu'on pourrait donc discuter sur l'hygiène donc sur le lieu de travail, le suivi. Mais donc de pouvoir faciliter même la destruction donc, de ces archives-là. D'accord, donc les consignes élémentaires en cas d'accident, bon, ce sont des choses générales. On crée quand même un support pour faciliter la compréhension et voilà, pour que ça représente aussi une banque de données pour vous. Donc, vous aurez en tout cas l'ensemble donc, des lois encore qui sont là que tout le monde pourra télécharger, notamment le Code d'hygiène publique 2005, le Code de santé publique, l'arrêté conjoint portant sur les visites médicales et enfin le décret fixant les mesures d'hygiène et de sécurité. Donc, je rappelle qu'il y en a beaucoup, beaucoup en fonction donc, des différentes parties prenantes. D'accord, donc on est au thème de notre formation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions déjà sur tout ce qu'on a vu? Questions? Alors, donc, allez-y, Monsieur Barry, sinon, quelqu'un a le micro ouvert si c'est pour poser une question, allez-y. Ok, merci, M. Badon. Moi, je voulais revenir sur le support. Voilà, Le puisque support, allez-y. oh oui, nous avons reçu des supports clés USB. Bon, OK. certains ont pu ouvrir ou bien certains ont pu regarder l'ensemble. Maintenant, je ne sais pas si est-ce que les documents que vous partagez, par exemple, dans ce groupe-là, est-ce que les mêmes documents sont sur sur le support numérique? C'est ça. Est-ce que Donc, c'est évident? OK. Donc, déjà, pour la plupart, on a reçu déjà une clé USB qui contient tous les supports qu'on doit voir normalement, avec même d'autres supports en complément. Donc, la clé, elle est très riche. Donc, pour certains qui ont eu l'occasion donc, de passer en revue donc, le contenu, ils verront que tout y est. Tout y est. Même il y a des cours en anglais dans le domaine HSE. Voilà, pour comment rédiger un CV, une lettre de motivation. Tous les cours sont
dans des différents dossiers. Maintenant, le cours, il est forcément dynamique parce qu'il évolue aussi, il évolue en fonction donc, du contexte, tout et tout. Donc, on améliore toujours en fonction aussi des réalités, aussi de ce aussi on continue d'apprendre sur le terrain. Donc, vous allez voir, par exemple, le support qui est dans la clé, avec les supports après chaque cours, ça sera le même contenu, sauf qu'il sera beaucoup plus amélioré. Il sera beaucoup plus amélioré. C'est la raison pour laquelle, après chaque module, il y a l'enregistrement qui est publié et ensuite il y a le support qui a été vu, qui est aussi publié dans le groupe. Donc, c'est aussi de créer aussi un dossier peut-être parallèle, pour, soit pour ceux qui n'ont pas le cours. Après chaque cours qui est publié, il faut l'enregistrer aussi dans un dossier. Là, déjà, c'est un récapitulatif qui est beaucoup plus fidèle dessus, sur ce qu'on a vu. Maintenant, pour certains cours, par exemple, de spécificité, voilà, il y a des éléments aussi qu'on va mettre qui sont beaucoup plus confidentiels. Mais pour faciliter la compréhension, on va l'insérer. Mais vous allez voir que quand je vais publier dans le groupe, je vais retirer ces éléments-là. Parce que souvent, pour faciliter la compréhension, on est obligé, par exemple, de pouvoir présenter à l'ensemble des participants. Mais lorsque je dois publier dans le groupe, par exemple, je vais retirer ces slides-là. Donc, c'est peut-être dans la rediffusion, l'enregistrement que d'autres pourront voir ça. Sinon, dans le support, vous ne le verrez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, M. Diabaté a le micro ouvert, allez-y. Ah, bon. En fait, c'est une erreur. OK, allez-y. Est-ce que M. Drabo aussi avait la main levée? Oui, M. Drabo a la parole. Est-ce que M. Drabo nous reçoit? Allô? Oui, on vous reçoit, M. Je disais tantôt, est-ce qu'un agent de santé et sécurité a la capacité ou soit a le pouvoir de donner du repos à un employé qu'il prétend qu'il est convalescent, soit qu'il n'est pas en mesure de travailler? Merci, M. Drabo. Très, très bonne question, parce que ça arrive très fréquemment sur des sites. Alors, il faut savoir qu'en entreprise, déjà, l'entreprise, c'est, comment je vais dire ça, dans toute sa définition, il regroupe plusieurs parties prenantes avec certainement un même objectif. Mais chaque partie prenante, déjà, a son objectif à lui-même. Et donc, il faut savoir que toute personne, toute partie prenante qui regroupe et qui fait partie donc de l'entreprise, chacun donc a son rôle. Le HSE, son rôle premier, c'est de protéger les travailleurs et de s'assurer que sur son site opérationnel, il n'y ait pas, ou du moins s'il y a moins d'accidents. C'est de travailler être conforme vis-à-vis de la réglementation. Donc, lui, il est responsable de la protection des travailleurs. Il est responsable d'activité, l'exploitation, etc. Chacun, il y a les RH qui sont là, qui vont gérer tout ce qui est comme organisation donc, du travail. Donc, est-ce que le HSE est en mesure donc, de pouvoir il y a un thème beaucoup plus médical qu'on utilise, de pouvoir dire à quelqu'un, quelqu'un par exemple qui dit qu'il est malade, etc., etc. Non. Il faut rester dans la limite de notre responsabilité. Quelqu'un par exemple qui se présente sur un lieu de travail, qui dit par exemple qu'il est asthmatique ou encore aujourd'hui il a des vertiges, la seule chose que nous en tant qu'HSE, parce qu'on est responsable de sa sécurité, c'est de dire simplement d'aller se faire consulter par la médecine du travail, par un certificat médical qui, qui peut-être, après, avec le certificat de médical, si l'avis du médecin comment je vais dire ça, voilà, est de mettre ce travail-là au repos, les RH vont gérer le reste. Ce sont eux qui ont cette capacité-là de dire, voilà, vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez travailler. Et nous, notre rôle, c'est de s'assurer que le travail se passe dans la sécurité. Il en est de même avec l'utilisation aussi des EPI. Quelqu'un vous dira, par exemple, le masque, quand je l'utilise, par exemple, je ne respire pas bien. Donc, c'est de voir tout simplement, elle va à l'infirmerie. Si le médecin dit que, voilà, pour des problèmes de santé, par exemple, on va vous dispenser, voilà, du travail. Les RH vont gérer la suite. Maintenant, ce que peut-être nous, on peut faire, si vraiment ça ne peut pas, qu'est-ce qu'on va faire?
on va peut-être réaménager un autre poste de travail pour lui. On va réaménager un autre poste de travail pour lui. Maintenant, après, bon, en tout cas, les RH vont gérer. Nous, notre rôle, c'est de ne pas l'exposer, qu'il soit malade ou pas, parce que la maladie ne doit pas aussi être une excuse pour pouvoir l'exposer aussi à un certain risque. Donc, nous, on le conduit à l'infirmerie. Ensuite, le rapport viendra et les RH vont décider. Monsieur Barry a le micro ouvert ou Monsieur Drabo, sinon. J'ai dit c'est bien répondu, c'est bien compris. Merci bien. Alors, Ok. Monsieur Barry a le micro ouvert. Oui, oui, merci, monsieur Bado. Voilà, c'était dans la même lancée que je voudrais dire. Voilà, Ok. le HCC lui conseille en tout cas d'aller voir la médecine du travail. La médecine du travail qui lui consulte et lui délivre s'il y a lieu une attestation d'arrêt de travail sur une période donnée. Et ce document-là est en tout cas déposé au niveau des ressources humaines pour en tout cas justifier l'état du travailleur. Sinon, le HEC ne peut que conseiller ou bien le HEC ne peut que prendre des mesures de prévention en donnant des suggestions ou bien en donnant des conseils aux travailleurs. C'est ça, merci Monsieur Barry. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou questions de généralité? Sinon, comme information, il n'y a pas d'information, sauf que le programme continue, suit son cours. Voilà, le programme pour les cours en ligne, jeudi à partir de 20h et dimanche aussi à partir de 20h. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre en présentiel ou qui ratent un cours, ils peuvent toujours se rattraper donc, pour les cours en ligne. Aussi, comme aussi information, c'est qu'après chaque cours, l'enregistrement est publié le lendemain. Voilà, avec aussi le contenu même du cours tout simplement. Voilà, donc actuellement, pour ceux qui sont en ligne et qui, comment je vais dire ça, sont dans un besoin, par exemple, pour un stage, pour un travail, c'est de se préparer avec même le CV, de voir la secrétaire. On a des CV déjà qui sont adaptés. Elle fera déjà votre CV en tant qu'HSE. Et d'ici peu, on va publier des offres. Il y a des offres qui sont en train de se préparer, soit pour des contrats ou encore pour des stages. Et ceux-là déjà qui désirent, voilà, pourront postuler ou encore on fera des recommandations donc, pour certains. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vais vous dire merci. Merci pour votre présence. Voilà, j'espère en tout cas avoir été à la hauteur de vos attentes. On a fini les questions de généralité. Maintenant, on va rentrer avec les spécificités. Donc, je vous invite toujours à être là pour les spécificités parce que quelqu'un qui rate, par exemple, tout ce qui vient avec les questions de spécificité sont très, très importants. Aucun cours n'est à négliger. Partant des EPI, au du travail en hauteur, espace confiné, tout est important. Donc, ça lui fait l'effort quand même d'être présent, en tout cas, pour continuer à suivre. C'est 3 mois, mais ces 3 mois-là passent très, très rapidement. Donc, sur ce, je vous dis merci. Voilà pour votre présence et je vous souhaite une très bonne nuit et un très, très bon début de semaine dans la santé et dans la sécurité. Donc, prenez soin de vous et de vos familles. Merci beaucoup, monsieur. Merci et bonne soirée à vous aussi, M. Vado. Merci à vous.